remercions d'être venu pour assister à cette conférence. Monsieur Cranier est professeur d'histoire au Collège Boileau. Il est aussi chercheur attaché à l'IHRF, c'est-à-dire l'Institut d'histoire de la Révolution française, qui est maintenant intégré dans l'Institut d'histoire moderne et contemporaine. Et il est vice-président de l'APECE, c'est-à-dire, c'est marqué là, Association pour l'étude de la colonisation européenne de 1750 à 1850. Donc il connaît bien son sujet. Je vous remercie d'être venu pour nous entretenir sur l'AC, les abolitions et l'histoire méconnue. Merci. Merci d'abord à vous, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir, le 2 octobre, une nuit très fraîche qui s'annonce. Aujourd'hui, je vais vous présenter les abolitions françaises. La colonisation française a une particularité dans son histoire, c'est qu'il y a 2 abolitions. Et ça s'inscrit dans le cadre des 170 ans de l'abolition définitive. Je rappelle que cette année, c'est les 170 ans. C'est vrai qu'il y a 1918 également qui fête également une date anniversaire très importante. Donc, ce soir, ça sera uniquement sur cette question de l'abolition et également des conséquences sur les territoires d'outre-mer. Parce que on a vu, notre président de la République était dans les départements d'outre-mer ces derniers temps. Et il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées. Et on va le voir, il y a des conséquences encore aujourd'hui. Alors, pour parler de ces abolitions, il est important d'abord de faire ce qu'on appelle une mise en garde sur le vocabulaire des colonies. Il y a un vocabulaire, un état d'esprit qui n'est pas le même que le nôtre. Et nous, en tant qu'historiens, il est important de faire une mise au point sur ce vocabulaire, cet état d'esprit. Tout d'abord, le préjugé de couleur. Le préjugé de couleur, c'est ce qui s'inscrit avant le racisme. Le racisme n'existe pas, ni dans l'Antiquité, ni au Moyen-Âge. Par contre, il va y avoir, à partir du XVIe siècle. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. Donc à partir du XVIe siècle, dès qu'on va avoir la colonisation des nouveaux mondes, les Amériques, on va avoir un préjugé qui va s'inscrire dans un imaginaire collectif. Les Français vont s'inscrire également dans cet imaginaire qui va se nourrir du commerce des esclaves en Afrique et de leur implantation sur les Amériques. Donc les termes mulâtre, nègre, capre sont des termes qui sont péjoratifs. On verra le terme nègre, par exemple, qui signifie en fait noir, va être tout simplement un élément d'infériorité de l'homme noir, de l'homme africain et de l'homme créole. Également un sentiment qui va nourrir l'Europe à partir du XVIe siècle, c'est le sentiment de supériorité à travers la religion catholique. Le christianisme est diffusé, je rappelle, dans le Nouveau Monde par les Espagnols, les Portugais. Les Français sont également dans la continuité. Je rappelle que le royaume de France, c'est le royaume sœur du Vatican. Le roi de France est le lieutenant de Dieu sur terre. Donc, important également de poursuivre cette colonisation par la croyance. Et puis également, le sentiment que l'économie est importante. Nous sommes dans une colonisation qui a une rentabilité économique. Certes, il y a un projet de civilisation, que je pourrais appeler civilisation avec la religion, mais en fait, elle est liée et même croisée avec le sentiment d'une société qui est purement économique. Rappelez-vous, c'est Christophe Colomb qui veut chercher une nouvelle route pour contourner l'Empire ottoman. Il pense découvrir les Indes, en réalité il découvre de nouveaux espaces. Et en fait, c'est pour tout simplement avoir des épices, des matières précieuses, des porcelaines de Chine. Et donc on va mettre en place un système économique qui permet à l'Europe de pouvoir se procurer des produits très rares. Alors le contexte historique. La colonisation française, en fait, elle a commencé bien avant, au XVIe siècle. Elle est en fait lancée un petit peu dans l'impulsion de François Ier. Dès qu'on commence à avoir les échos espagnols, les portugaises, les Français s'intéressent à ces nouvelles routes commerciales. Mais en fait, la vraie histoire coloniale française sur l'esclavage, elle commence à partir de Louis XIII. Entre 1612 et 1645, on a ce qu'on appelle le début de la première colonisation de la Guyane. La Guyane est un territoire évidemment réputé sauvage. Les tribus amérindiennes sont toujours présentes, très hostiles évidemment à la présence européenne. L'expérience du XVIe siècle a été une catastrophe, donc il y a des résistances très fortes. Le climat également va faire de ce projet un projet cimetière pour les colons qui veulent s'y rendre. Ce projet dure, vous voyez, de 1612 à 1645.
En 1633, le cardinal de Richelieu, donc Louis XIII, va lui autoriser les marchands français à pouvoir traiter directement sur les côtes d'Afrique, notamment dans la traite des esclaves. Traite des esclaves qui a été en fait lancée tout simplement par les Portugais dans les années 1453. Je rappelle que les Portugais sont les premiers à avoir fait des trocs d'esclaves qu'ils ont ramenés directement à Lisbonne. Les Français, eux, ne vont pas la ramener dans le Royaume de France, mais vont les amener directement dans les Amériques, notamment en Guyane, où en fait les esclaves ne vont pas survivre. En 1642, sur la fin du règne de Louis XIII, on va avoir une nouvelle autorisation royale de la traite négrière par les marchands français, mais sous une condition très importante, de les convertir directement sur le navire. Il faut que les esclaves soient chrétiens quand ils arrivent en Amérique. Alors là, c'est une première tension, finalement, dans l'idéologie chrétienne. Normalement, un chrétien ne peut posséder un esclave chrétien. Donc là, il y a déjà un petit paradoxe qui se crée dans la mentalité des gens. En mars 1685, cette fois-ci c'est sous Louis XIV. Louis XIV, vous l'avez bien compris, veut centraliser son pouvoir, veut décentraliser par rapport à celui de Paris. La création de Versailles montre bien la volonté de personnaliser son pouvoir. Il veut également codifier les nouvelles règles dans les colonies d'Amérique. Et donc, qu'est-ce qu'il va demander à son ministre, qui était Colbert, donc il va mourir, c'est le fils qui va reprendre le relais, il va demander un mémoire sur la manière d'organiser la vie des esclaves dans les colonies. Donc c'est ce qu'on appelle ici l'édit de Colbert, ordonnance portant sur la police des esclaves dans les colonies américaines. Ce terme-là va rester le terme utilisé pendant une vingtaine d'années, et ensuite on va avoir un terme qui va résumer cette ordonnance en code noir. Quasiment 50 ans après, on va avoir des tensions entre l'Angleterre et la France, et en 1763, le traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, grosso modo, c'est un petit peu la première guerre mondialisée. Pourquoi? Parce qu'on se bat un petit peu partout, que ce soit en Atlantique, que ce soit dans l'océan Indien, que ce soit dans les mers du Nord, que ce soit également dans le Pacifique, pour des questions à la fois économiques et de puissance en Europe. Louis XV, à ce moment-là, décide de se tourner non plus vers une colonisation de peuplement, mais vers une colonie sucrière. Vers une économie sucrière, c'est-à-dire des colonies avec des esclaves pour produire des produits coloniaux. Donc ça, c'est important de bien comprendre ces différentes étapes parce qu'elles permettent en fait de donner une direction vers la politique coloniale française, ce qu'on appelle la première colonisation. Alors, en tant qu'historien, et pour tout jeune chercheur, les sources également sont très importantes pour pouvoir parler de ce sujet. Il y a également des limites. Alors, quelles sont ces limites? D'abord, les écrits, les rapports, les carnets de bord, les rapports administratifs et économiques sont issus finalement de celui qui a le pouvoir, celui qui a l'autorité. Donc on va avoir des administrateurs, des militaires, des juges, des notaires, des marchands, des négociants, qui vont nous produire énormément de documents. Alors, évidemment, ça nous renseigne sur l'importance économique de ces sociétés. Ce que nous avons, nous, le plus de mal à trouver dans les colonies françaises, contrairement à d'autres espaces comme les États-Unis, ce sont les sources qui proviennent de ceux qui subissent la domination française. Les esclaves, on n'a quasiment aucune source. En fait, les seules sources d'esclaves qu'on ait, c'est lorsqu'il y a un procès. Mais le greffier, évidemment, va souvent transformer la parole de l'esclave parce que, on va le voir, l'esclave ne parle pas forcément bien français. Et puis, il est libre de couleur, on verra une classe intermédiaire qui va fournir, à partir du XIXe siècle, des sources. Mais avant, c'est une classe qui a peu de sources sur lesquelles on peut se renseigner. Et puis, on a un nouvel objet qui est utilisé depuis une quinzaine d'années et qui se développe de plus en plus, c'est l'archéologie. L'archéologie, évidemment, va être utilisée par l'historien pour comprendre les emplacements. L'archéologie des cimetières d'esclaves, par exemple, nous permettent de mieux comprendre les conditions de vie, les conditions de travail et aussi les conséquences dues au travail sur les plantations et donc comprendre la mortalité des esclaves. Vous voyez ici, on a un esclave avec un gros fer autour du cou, retrouvé ici à l'île de la Barbade. Et ici, nous avons une photographie d'une plage de la Guadeloupe à Sainte-Anne. Vous savez qu'on a retrouvé, près des plages de touristes, des sépultures d'esclaves qui étaient enterrés, en fait, parce que tout simplement, la délimitation des plantations se terminait en bord de mer. Donc la plage faisait partie de la plantation. On enterrait les esclaves lorsqu'ils mouraient de maladie ou de vieillesse.
Alors, également, pour ceux qui seraient intéressés sur cette question-là, l'historiographie. Sur le document, j'ai mis quelques références qui semblent importantes si vous êtes intéressés par cette histoire, évidemment. D'abord l'ouvrage de Bernard Guénaud, L'Empire colonial français de Richelieu à Napoléon, qui est l'ouvrage de référence utilisé d'ailleurs par tous les nouveaux chercheurs sur cette question-là. Frédéric Régent, qui était également grand historien, président du comité national actuellement, qui a écrit un ouvrage qui est de référence également dans le monde anglo-saxon, La France et les esclaves. Donc là, il traite la partie vraiment générale, que ce soit dans l'océan Atlantique ou bien dans l'océan Indien. Et puis ensuite, on a un historien, mais en fait qui est au début un journaliste militant, Yves Benoît. Yves Benoît est un journaliste des années 60-70 qui a énormément écrit, et ses ouvrages restent une référence pour mieux comprendre le mécanisme autoritaire français durant la Révolution française. Pourquoi, à un moment donné, on va revenir à l'ancien système esclavagiste. Alors, les sources. Vous avez parlé des sources, des limites. Donc d'abord le regard de l'administrateur, donc le regard du blanc, comme on va l'appeler dans les colonies. Alors ces sources, elles sont nombreuses. En France, on a la particularité, c'est que nous avons des sources qui sont restées sur place et des sources qui sont centralisées. Les sources qui sont centralisées, il y a 3 grands centres. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Celui des Archives nationales, à Paris, c'est maintenant à Pierrefitte. Avant, c'était justement au 40, c'était pas loin en fait, de l'Hôtel de Ville de Paris. Donc, il reste encore quelques sources conservées, mais maintenant, c'est à Pierrefitte. Donc là, on a ici toutes les séries concernent en fait toutes les colonies ou comptoirs. Sénégal et Côte d'Afrique, ce sont tous les comptoirs. Je rappelle qu'en Afrique, il n'y a pas de colonie européenne. Hors de question pour les rois ou marchands d'esclaves d'autoriser les Européens à avoir un grand territoire. Donc, les Européens ont seulement une petite parcelle, un petit port pour faire du commerce. Tous les autres territoires, ce sont des colonies, la Louisiane par exemple, qui va être cédée en 1803 par Napoléon aux États-Unis, la Guyane française, Saint-Domingue qui va devenir plus tard Haïti, Martinique qui devient le nom de Rome, l'île Maurice qui va être prise par les Anglais durant la période napoléonienne, l'île Bourbon de la Réunion qui est aujourd'hui toujours un département français. Alors la série B11, elle concerne les premières versions de ce qu'on appelle l'édit de mars de 1685, appelé Code Noir. Donc toutes ces sources nous permettent d'avoir un regard de l'administrateur avec des notes qui sont manuscrites sous les. Ensuite, nous avons les archives nationales d'outre-mer qui sont conservées évidemment à Aix-en-Provence. On a le fonds ministériel. Alors je vous ai mis quelques sources, évidemment c'est une liste beaucoup plus vaste, beaucoup plus dense. Et par exemple, on a également des éléments sur les troupes coloniales. On va voir qu'on va employer des esclaves à servir l'État pour l'ordre, tout simplement. On va avoir également des îles qui vont avoir des compilations de codes à partir du début de la colonisation jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Le code de la Martinique, par exemple, nous permet, en tant qu'historien, de trouver les références et les changements juridiques qui sont employés à la fois sur place. Parce qu'on va voir que sur place, il y a également toute une pression exercée par le colon. Les archives départementales nous permettent également de cibler encore plus proche les études des populations esclaves. Par exemple, les gazettes de la Martinique, donc ce sont les journaux d'époque, hebdomadaires, permettent de retracer par exemple les esclaves en fuite, les esclaves qui sont récupérés. Et puis les annales du Conseil souverain. En fait, chaque île a un conseil souverain. Ce conseil souverain regroupe évidemment les personnalités les plus puissantes économiquement et politiquement. Et c'est eux souvent qui vont prendre des décisions juridiques locales. Alors, comment définir un esclave ? En fait, l'esclavage existe depuis la nuit des temps. Elle a été pratiquée par quasiment toutes les civilisations, malheureusement. Donc ici, on a une définition de 1802, Bonald, donc juriste français, bonapartiste, qui dit « Esclave nègre noir, une esclave chrétienne vendre comme esclave, là l'esclave était hors de la loi commune à tous les citoyens, hors de la société par conséquent. » Donc là, on rappelle que l'esclave n'est ni une personne, ni un citoyen, c'est donc bien un objet. Ça, c'est très important. On est dans une valeur économique. Donc la dimension humaine s'efface. Alors, la communication que je vous présente sera en 3 temps. Premier temps, les sociétés coloniales dans leur ensemble, évidemment, du XVIIe au XIXe siècle, pour comprendre pourquoi il y a des abolitions à un moment donné. Ensuite, la Révolution française et la première abolition, qui va de 1789 à 1799, donc sur une période de 10 ans, pour terminer sur l'échec de ce qu'on appelle la restauration coloniale et l'abolition dite définitive, celle de 1848. Alors la société coloniale, alors ici vous avez une représentation d'une scène que je trouve très intéressante, c'est une représentation
portugaise d'une plantation brésilienne. Et ce qui est intéressant ici, pourquoi je l'utilise, parce que déjà elle est en couleur, c'est une représentation du XVIIe siècle, et on voit déjà le système colonial avec ici ce qu'on appelle la grange industrielle, où on a un moulin ici à personne, on voit des esclaves qui vont tourner pour broyer justement la canne. On va avoir l'utilisation également de mulets ou de force animale pour pouvoir déplacer. Et puis on a ici la grande case, la maison du maître, toujours en hauteur, donc on peut le faire pour pouvoir surveiller à la fois les cultures, les lieux de production et évidemment les populations serves. Alors le commerce négrier français, c'est un commerce qui a commencé en 1612 et qui s'est terminé en 1848. Alors voici les comptoirs français qui partent donc de ce qu'on appelle la Sénégambie. La Sénégambie, en fait, c'est cette région-là qui va être appelée par les commerçants français, entre le Sénégal et le Gambie, deux grands fleuves. Vous avez donc Saint-Louis, par exemple, en référence, Gorée. Et puis les Français vont poursuivre, en fait, tout simplement avec la poursuite sur les commerces côte de l'Ivoire, côte de l'Or, et vont même jusqu'à aller justement sur la côte des esclaves. La côte des esclaves, en fait, c'est l'actuel Nigeria. L'actuel Nigeria, vous voyez, si vous voyez un peu la frontière, vous avez le Nigeria et le Bénin. En fait, c'est au Bénin ou à Ouida, par exemple, on va avoir un achat d'esclaves beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que vous avez, à partir du XVIIIe siècle, dans ces régions-là, énormément de guerres tribales ou de razzias. Donc on va récupérer, capturer des personnes et on va les vendre sur les côtes. Ici, les Français ne sont pas présents, car ici, c'est un monopole portugais. Par contre, ils vont négocier sur la côte d'Angola, ici, où ils vont à Luanda, qui était un fief portugais pendant très longtemps. Les Portugais vont autoriser les Français à faire du commerce. Ensuite, on a une présence également à Madagascar. À Madagascar, on va acheter moins d'esclaves. Par contre, on va en ramener pour pouvoir le vendre après ensuite sur la côte Mozambique. Donc là, ici, on va même avoir un commerce interne qui permette aux Français de pouvoir avoir des valeurs économiques pour pouvoir aller sur l'Inde. En Inde, on ne vendra pas d'esclaves parce qu'il y a le système des castes, et le système des castes ne permet pas aux Français de vendre des esclaves aux princes indiens, qu'ils soient hindous ou musulmans. Alors, ça c'est justement, pour revenir sur la carte d'avant, les bateaux, ils arrivent. Donc les bateaux, il faut imaginer, hein, un bateau qui part de la ville de Nantes, quand il arrive par exemple au Bénin, il a mis 98 jours en moyenne. Hein, c'est-à-dire, ça dépend du temps, ça dépend évidemment du vent, de la visée, des conditions évidemment à bord. Donc c'est-à-dire que c'est une expédition qui dure très longtemps. Lorsque les négriers arrivent, alors je me suis permis de ramener une maquette d'un navire négrier, alors qui est beaucoup plus tardif, c'est ce qu'on appelle un brick négrier, un brick de 1831. Alors, il faut imaginer qu'au XVIIIe siècle, les navires sont beaucoup plus longs, celui-ci beaucoup plus court. On va évidemment raccourcir la largeur du bateau, la longueur du bateau, la cale du bateau. À partir du XIXe siècle, ces navires pourront être capables de remonter 50 km à l'intérieur des terres. Ce qui montre bien que plus on avance dans le temps, plus on veut gagner du temps sur la durée du voyage, mais également on veut aller à l'intérieur des terres africaines. Ce qui n'était pas forcément le cas au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, les fleuves étaient fermés aux Européens, sauf autorisation des princes locaux. Ça, c'est très important à bien comprendre dans le mécanisme. Ce navire-là, évidemment, fait partie de ceux qui pratiquent la traite illégale. On verra qu'il y a une traite illégale. Et ici, on a un petit brick qui est seulement protégé de 4 bouches à feu. Donc c'est un navire qui a un objectif de capturer entre 200 et 250 personnes. Ce qui est quand même important. Je rappelle que la capacité des navires de corvettes ou de grandes frégates de haute mer peuvent accueillir jusqu'à 600 personnes déportées directement d'Afrique en Amérique. Alors les marchands français, quand ils arrivent en Afrique, ils restent entre 15 et 40 jours. On n'arrive pas tout de suite et on n'achète pas tout de suite des esclaves parce qu'il y a tout ce qu'on appelle la pacotille. Les marchands vont ramener de la marchandise aux acheteurs. Les acheteurs vont tester les marchandises pendant une dizaine de jours. Toute négociation peut être rompue si une marchandise est jugée mauvaise. Par exemple, les armes à feu qui vont être évidemment transmises par les marchands français sont essayées. Donc quand il y a des armes défectueuses, évidemment, il peut y avoir des problèmes dans la négociation. Donc il faut bien comprendre ça, c'est qu'à ce moment-là, la négociation est très sévère sur les côtes d'Afrique. Alors ensuite, le bateau part, traverse l'Atlantique. La traversée de l'Atlantique est quelque chose qui ne se maîtrise pas. Soit on met une vingtaine de jours, soit on met 50 jours. Ça dépend du temps, encore une fois, des alizés, des problèmes cycloniques, mais aussi des corsaires et pirates qui sont présents sur les côtes
ou bien en plein océan. Alors, le système de l'économie de plantation, il est assez important. D'abord, c'est une société qui doit rendre des comptes à la métropole. Les colonies appartiennent au Royaume de France, donc la métropole va demander à 2 personnes de vérifier si les règles royales sont respectées. Le gouverneur, c'est le pouvoir militaire, l'intendant, c'est le pouvoir administratif, les impôts, les polices locales. Donc il y a ce qu'on appelle un gouvernement bicéphale. Ensuite, il faut évidemment des exportations. On va vendre des esclaves en Amérique, mais en contrepartie, il faut que des produits très rares partent en Europe. Le sucre, il faut rappeler que le sucre ne se trouve pas encore. On n'a pas encore trouvé la technique pour distiller le sucre de betterave. Donc c'est le sucre de la canne qui est évidemment recherché. Le café, l'indigo, qui permet au secteur textile d'être florissant. D'ailleurs, je rappelle que les indiennes sont également revendues en Afrique. On a les esclaves, le coton également, qui est un produit évidemment très utilisé. C'est plutôt les États-Unis qui se spécialisent dans la production de coton à partir de la fin du XVIIIe. Alors, qui fait quoi dans la colonie? Ben, vous avez ceux qui sont tout en haut de ce qu'on appelle cette pyramide. Vous avez ce qu'on appelle les blancs créoles. Les blancs créoles sont nés sur place. Leurs parents sont venus de métropole, soit français, soit d'origine étrangère. Ensuite, il y a les Européens, parce que tout au long du XVIIIe siècle, vous avez des personnes qui vont partir aux colonies pour faire fortune. C'est la mentalité qui le veut. On pense qu'on va faire forcément fortune. Donc, certains continuent à partir dans les différentes colonies. Ils représentent en général 10% de la population. Ils ont le statut de libre, et donc ils ont les pouvoirs économiques, militaires et politiques. Ensuite, il y a une classe intermédiaire qui va naître de la rencontre des blancs créoles, comme on les appelle à l'époque, avec les esclaves. Ce qu'on appelle les affranchis. Il faut bien savoir que lorsque Louis XIV commande le Code noir, il veut tout simplement légaliser l'esclavage à l'antique. Rappelez-vous, à l'Antiquité, on peut être esclave, mais on peut racheter sa liberté. Donc on peut être affranchi. Donc cette règle existe. On peut s'affranchir. Donc les affranchis, c'est ceux qui vont pouvoir se racheter leur liberté, ou ceux qui vont être affranchis par le maître. Bon service rendu, tu es libre. Ensuite, on a les gens de couleur libre. Les gens de couleur libre, c'est l'appellation de l'époque. C'est l'équivalent des libres de couleur. En fait, c'est ceux qui sont nés du métissage entre les propriétaires d'esclaves et les esclaves eux-mêmes. D'où le fait qu'on commence à dire, un homme blanc qui a une relation avec une esclave, s'il a un enfant, c'est un mulâtre. Le mulâtre, si le mulâtre a une relation avec un esclave, ce sera un métis. Et puis on va commencer à décliner. Imaginez qu'au XVIIIe siècle, Moreau de Saint-Méry, qui est donc administrateur de la Saint-Domingue, va décliner 125 degrés de métissage, qui va constituer le préjugé de couleur, évidemment. Ils représentent environ 8%. Ils sont libres, mais en fait, très rapidement, ils ne sont pas véritablement égaux aux blancs. Ils ne peuvent pas devenir avocats, ils ne peuvent pas devenir juges, ils ne peuvent pas devenir négociants, ils ne peuvent pas devenir officiers supérieurs dans les troupes coloniales. Donc en fait, ils sont évidemment mis à l'écart, ségrégés dans la société coloniale. Mais ils possèdent des esclaves et font évidemment du profit. Et puis évidemment, vous l'avez compris, la base majoritaire, qui représente environ 82% des personnes qui vivent dans les colonies, ce sont les esclaves non libres, bien meubles. Et évidemment, sur ces esclaves, il y a 2 catégories. D'abord, les premiers esclaves, quand ils arrivent, ils proviennent de la traite négrière en provenance d'Afrique, mais parfois aussi des Antilles. On va se revendre des esclaves en tribu. Ceux qui viennent d'Afrique, on va les appeler boçal. Ça vient de bozales, portugais, qui signifie celui qui vient d'Afrique. Et celui qui vient d'Afrique va s'opposer à celui qui est né sur place, le créole. Le créole, il faut bien imaginer le terme créole, mais encore du portugais. En fait, créole, ça veut dire celui qui est né dans les colonies américaines. Donc en fait, il peut y avoir donc des blancs créoles, il peut y avoir des libres de couleur créole, et il peut y avoir des esclaves créoles. Pendant très longtemps, quand on parle de créole, on parle uniquement du blanc. Mais à la fin du XVIIIe siècle, pour reconnaître les esclaves qui sont déjà sur place, on va les appeler nègres créoles. Et puis évidemment, le créole, c'est aussi la langue qui va être parlée par les esclaves, mais aussi par les maîtres. Les maîtres comprennent la langue des esclaves. Ça, c'est très important également. Donc on a une société qui est organisée de cette manière-là. Alors évidemment, cette société, elle se développe, elle se ressemble à peu près ici sur l'arc antillais, entre Saint-Domingue qui va devenir ce qu'on appelle la perle des Antilles. Elle va avoir le plus d'esclaves, entre
500 000 esclaves à la veille de la Révolution. Ça sera le sucre le plus recherché d'Europe pendant une trentaine d'années. Vous avez Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui sont en fait des petites colonies, plus de comptoirs entre guillemets, c'est-à-dire qu'on autorise à peu près les marchands danois, anglais à faire du commerce avec les Français. On fait des trafics d'esclaves, mais à petite échelle. Par contre, la Guadeloupe, avec Marie-Galante et les Saintes, vont devenir des économies sucrières importantes. La Martinique, la Dominique fait partie également du giron français. Elle sera cédée à l'Angleterre en 1763. Sainte-Lucie est également fait partie du giron français. Elle sera cédée à l'Angleterre en 1803. La Grenade est également française. Elle sera cédée au traité de Paris par Louis XV. Tobago sera, elle, prise par la force par les Anglais en 1803. Donc vous voyez que les Français sont implantés dans le monde américain. Alors évidemment, on ne voit pas, mais ici au-dessus, vous avez la Louisiane également. Louisiane qui, à un moment donné, est récupérée par l'Espagne, mais en fait, l'Espagne autorise les Français à pouvoir s'autoriser, à pouvoir s'implanter. Alors ici, vous avez la Sénégambie, carte d'époque du XVIIIe siècle, qui permet aux marchands de bien situer la région dans laquelle ils peuvent acheter, par exemple, des mandingues. Les mandingues, c'est les nations d'intérieur des terres du Sénégal. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle les îles des Mascarenes, l'île Bourbon, l'île de France, l'île Maurice, l'île de la Réunion, qui font également partie des colonies où on développe. Alors ce sont des îles vierges. C'est-à-dire que là, on s'installe, on fait venir des populations. Contrairement à toutes ces îles qui étaient habitées par des populations caraïbes ou arawaks, qui sont évidemment ont été déportées de force ou exterminées par la maladie ou par la guerre. Alors la législation coloniale, vous l'avez compris, entre 1635 et 1848, on va avoir plusieurs règles qui vont en fait tout simplement se mélanger. Les coutumes de Paris. Comme vous avez les colons qui arrivent, ils viennent de France, donc ils viennent avec leurs pratiques juridiques. Donc c'est les coutumes de Paris qui sont tolérées par le Royaume de France. Vous l'avez compris, 60 articles sont imposés par l'édit de Colbert. À partir de 1685, on va avoir 60 articles qui vont régir la vie des esclaves. Comment ils doivent vivre leur religion, comment ils doivent travailler et quelles sont leurs limites en termes de punition. Le code de la Martinique, c'est donc il y a un code de la Guadeloupe, il y a un code de la Guyane. Et puis après, avec la Révolution, on va implanter des nouvelles règles. Alors la déclaration des droits de l'homme, évidemment, ça sera la seule déclaration qui ne sera pas appliquée. Mais on va appliquer le code civil, par exemple. Mais on va l'appliquer avec des règles particulières. Jamais de plein droit. Alors là, 1685, je reviens dessus parce que c'est important de bien comprendre. Ces deux événements importants. 1685, rappelez-vous, Louis XIV veut réaffirmer au royaume du pape son attachement à l'Église catholique. Donc il va révoquer l'édit de Nantes de Henri IV. Donc cet édit de Nantes va faire une expulsion massive envers ce qu'on appellera la Prusse, de protestants, de juifs, mais également dans les colonies. Certains sont dans les ports, donc ils prennent les navires, ils refusent de se faire convertir de force, ou les dragonnades, donc ils vont partir vers le Nouveau Monde. Donc pour éviter que dans le Nouveau Monde il y ait plein de protestants et de juifs, évidemment le Code Noir doit protéger les colonies de ces invasions d'infidèles. Parce que je rappelle que pour le coup, ce n'est pas la religion du monde. Donc renforcer le pouvoir. Le Code Noir a également une vocation de protéger l'esclave. C'est tout un paradoxe, mais en fait, on réalise dans les premiers mémoires qu'en fait les maîtres tuent les esclaves lorsqu'ils ne sont pas contents. Et ensuite, ils vont se plaindre au pouvoir en disant on n'a plus d'esclaves. Donc on est en train d'obliger les maîtres à ne plus tuer facilement leurs esclaves. Ça ne veut pas dire que les maîtres vont respecter ça. On veut renforcer également l'économie sucrière, l'économie du café, du tabac. On veut aussi définir le statut de libre. Il faut imaginer qu'il y a 28 000 esclaves en 1685, 700 000 en 1789. On voit bien qu'on est dans une logique où l'esclavage fait partie d'un système exclusif. Alors c'est aussi le Code Noir, la police des morales. L'Église chrétienne doit être présente. Donc on doit avoir des hommes d'église présents, des missionnaires. On doit avoir des congrégations. Donc toutes ces personnes vont être là pour rappeler, comme l'article 3 le stipule, interdisant tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine. Donc là, de fait, tout le monde est baptisé. L'article 44, également, permet de clôturer le débat sur qu'est-ce qu'un esclave, déclarant les esclaves être meubles, et comme tel, entrer dans la communauté des meubles. Donc à partir de là, on est le premier pays à lancer la légalisation dans l'histoire moderne.
Les Anglais vont faire la même chose, un code noir anglais, les Portugais également, les Espagnols aussi. Toujours en s'appuyant sur le code français. Alors, tout le XVIIIe siècle, c'est un XVIIIe siècle dans les colonies violent, on va le voir. Violent pourquoi? Parce que le maître finalement a droit de vie et de mort sur son esclave. L'espérance de vie d'un esclave arrivé fraîchement dans la colonie est d'environ 4 ans. Il faut donc que l'esclave vive au moins 5 ans pour que ça soit rentable au niveau du prix. En général, les esclaves ont une espérance de vie d'une moyenne de 30 ans, ce qui ne laisse pas beaucoup finalement de marge. Et les naissances sont quasiment inexistantes. Alors la révolution va arriver. Alors cette révolution, elle explose, mais elle explose finalement de manière spontanée dans les colonies. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, au XVIIIe siècle, il y a l'indépendance américaine. L'indépendance américaine, elle soulève un débat dans les sociétés coloniales. Est-ce qu'on doit rester avec la France ou est-ce qu'on ne doit pas non plus se soulever pour éviter de payer des impôts et pouvoir faire librement du commerce? Donc la Révolution, avec la Déclaration des droits de l'homme, elle va réouvrir le débat au sein des colonies. Donc les Blancs, par exemple, ils veulent l'autonomie politique, ce qu'on appelle le self-governance, à l'anglaise et à l'américaine. Ils disent, voilà, nous on est américains, la Déclaration des droits de l'homme nous donne finalement la liberté. Pourquoi on ne devrait pas aller plus loin? La mentalité créole américaine, évidemment, est prédominante en disant la métropole est à 6000 km, c'est-à-dire soit 3 mois en bateau, donc ils sont loin de tout, ils ne comprennent pas. Évidemment, les Blancs veulent le maintien du préjugé de couleur, parce que plus on avance dans le temps, plus vous avez évidemment un discours anti-esclavagiste qui se construit en Europe. Je rappelle que dans l'Europe des Lumières, on a des hommes qui commencent à se dresser, que ce soit du Diderot, du D'Alembert, du Voltaire, du Condorcet. Tous ces hommes commencent à dire ce trafic est infâme. Et en même temps, on est en train de renforcer le préjugé de couleur en disant mais vous ne comprenez pas, en Afrique, ils sont malheureux. En colonie, ils sont baptisés, ils sont heureux. Et puis en plus, ils sont noirs, c'est la couleur de peau qui fait qu'il faut qu'on les mette dans ces conditions. Donc paradoxalement, la Révolution va réveiller encore plus le préjugé de couleur. Pour les de couleur, ils ont un rêve. Également, pourquoi pas l'autonomie. Mais ils veulent l'égalité politique, sociale et économique avec les Blancs. Nous aussi, on est esclavagistes. Le discours qu'on tient à l'époque, on est esclavagistes. Nous aussi, on fait du commerce. Nous aussi, on veut maintenant accéder à tous les rôles importants. On veut être dans le Conseil souverain. On veut faire partie des troupes coloniales. Mais avoir des vraies missions, être des officiers supérieurs. Et puis, on veut faire du commerce librement. Donc, il commence à avoir également des revendications. Alors évidemment, vous l'avez compris, les libres de couleur, on est dans une société qui est totalement divisée, donc il n'y a pas du tout de solidarité. C'est-à-dire que ceux qui sont devenus libres parce qu'ils étaient esclaves, ils ont été affranchis, on ne va pas leur dire maintenant, il faut que tu te battes pour la liberté de tes frères. Non, je suis maintenant libre, je vais posséder moi aussi. On est dans une norme sociale. Et ça, c'est très important pour comprendre pourquoi l'esclavage durait aussi longtemps. C'est une norme sociale acceptée. Chacun pense qu'en devenant libre, sa vie est sauvée. Donc, tout le monde veut devenir libre en poursuivant l'esclavage. C'est ça qui est malheureux. C'est pour ça qu'on n'a pas une révolte totale en fait, de la société coloniale. Parce que chaque strate a des stratégies totalement différentes. Alors évidemment, les esclaves, eux, vont nourrir des espoirs plus que forts. Il faut imaginer que la liberté, en fait, il y a des navires de Bordeaux qui arrivent en septembre 1789, donc la déclaration des droits de l'homme a été faite le 26 août, fin septembre 1789, alors que les négociants bordelais arrivent en Martinique, par exemple, ils ne savent pas qu'il y a eu les déclarations des droits de l'homme, parce qu'il faut 3 mois. Eux, ils sont partis, en fait, depuis juin. Sauf que les matelots, ils ont des rumeurs. Quand ils sont partis, ils ont entendu des rumeurs. Le roi, son fils est mort, le roi va autoriser la liberté. Donc en septembre, il y a des esclaves en Martinique qui disent « Nous aussi, on veut la liberté, c'est Louis XVI qui va nous donner la liberté. » Donc on commence à avoir des révoltes d'esclaves qui demandent la liberté. Et évidemment, l'abolition de l'esclavage. Et l'égalité face aux libres. Alors qu'ils n'ont pas encore été au courant de la déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire que quand la déclaration des droits de l'homme est publiée, parce qu'elle est reconnue que, finalement tardivement par le roi, elle est reconnue qu'à partir d'octobre 1789. C'est les femmes qui ramènent le roi de Versailles à Paris. C'est-à-dire que c'est un certain temps. Pour que ça arrive dans les colonies, cette nouvelle, il faut attendre, grosso modo, le mois de décembre. On interdit évidemment toute publication des déclarations des droits de l'homme sur tous les navires. Il est impossible d'avoir des négociants qui viennent dans la colonie avec les déclarations des droits de l'homme. Parce que ça va évidemment allumer la poudre. Donc c'est important
cette révolution, elle doit avoir des conséquences. Alors la conséquence, celle qui est inattendue, c'est celle à Saint-Domingue. En 1789, il ne se passe pas grand-chose à Saint-Domingue. En fait, c'est les libres de couleur qui demandent l'égalité. Vincent Anger, un officier des troupes coloniales, se fait décapiter, avec d'autres, pour avoir réclamé la liberté et l'égalité pour les Noirs. En 1790, les colons s'organisent. On commence à avoir peur de cette révolution, de cette monarchie constitutionnelle. On ne sait plus ce qui se passe. On a peur que le roi décide finalement une liberté presque absolue. Il y a plein de discours qui viennent un petit peu des abolitionnistes. Il y a une société qui défend un petit peu l'abolition, la société des amis des Noirs. Et donc, on va commencer à s'organiser. Sauf qu'il y a un problème assez important dans cette colonie, c'est que les 20 dernières années, on a fait venir des esclaves des régions de Luanda ou du Bénin. Et la plupart des esclaves qui ont été achetés, souvent ce sont des tribus guerrières. Ils ont été achetés en lot, et donc ils ont été souvent achetés par les mêmes planteurs et regroupés sur les mêmes plantations. Donc évidemment, les troubles, l'instabilité politique à cause de la Révolution française vont faire qu'on va avoir une solidarité d'esclaves qui va être de plus en plus importante. Et en août 1791, alors pour les Haïtiens, c'est la cérémonie du bois caïman, une cérémonie assez importante, où il y a une cérémonie vaudou. Alors ça fait partie à la fois du mythe, mais aussi c'est attesté dans les sources d'époque, parce que vous savez que les colons vont tenir des registres pour expliquer tout ça. On va avoir quasiment 20 000 esclaves qui vont se révolter quasiment presque en même temps. Sauf que 20 000 esclaves, évidemment, c'est très difficile à mater. Donc à partir de 1791, on va avoir un nouveau problème qui apparaît, c'est la grande révolte des plaines du Nord. Alors les plaines du Nord, en plus, ce sont les plaines les plus importantes dans la production du sucre et du tabac. Donc on va avoir aussi une réaction violente de ceux qui perdent des profits. Parce que là, on a également touche au portefeuille et à l'économie coloniale. Alors évidemment, on a des représentations. Ici, on a une représentation allemande, ce qui montre bien que l'Europe est au courant de ce qui se passe. Ici, c'est une caricature, évidemment, pro-colon, qui montre la révolte des esclaves, qui sont en train, évidemment, ici de tuer, violer, tuer des enfants. Ici, l'objectif de ce document, c'est de sensibiliser l'Europe sur l'atrocité, la férocité de ce qu'on appelle les nègres. Donc, pour demander, évidemment, des moyens violents pour rétablir l'ordre. Et ici, vous avez une représentation de l'incendie d'une grande plantation du Nord, avec ici des esclaves. Alors ici, elle est moins caricaturée, entre guillemets, mais elle montre également la destruction d'un lieu, sans doute maison du maître, plus lieu de production. Conséquence, une partie des colons français de Saint-Domingue vont commencer à au moins attendre à Cuba. Cuba ouvre les portes. Cuba est à l'époque une colonie qui n'est pas du tout rentable. Et les Français vont se dire que finalement Cuba est intéressant parce qu'il y a l'esclavage. Les Espagnols sont féroces dans l'esclavage, dans la manière de maintenir les esclaves. Donc on va commencer à faire également de la plantation de sucre à Cuba. D'autres vont partir vers les États-Unis. En Louisiane, par exemple, on va avoir une migration de colons. Alors au début, les colons pensent qu'ils vont revenir. Ils disent, c'est une grande révolte, on va envoyer des troupes de métropole, et tout va rentrer dans l'ordre. Alors, pour revenir pour cette déclaration des droits de l'homme, pourquoi elle est si dangereuse pour les colons? Parce que l'article 1er détruit finalement l'esclavage. À la naissance, tout le monde est libre. Donc ça veut dire que les esclaves qui naîtraient sur une plantation seraient libres. Donc tout cet argument-là, qui va consister par les colons, surtout ceux qui sont partis de Saint-Domingue, va consister à détruire les déclarations des droits de l'homme. L'article 1, évidemment, est un article qui ne peut pas s'imposer dans les colonies. C'est l'argument qu'on va commencer à tenir à l'extérieur de Saint-Domingue. L'article 9 est important parce que également tout homme est présumé innocent, c'est-à-dire que là, pour le coup, ça détruit l'autorité du maître sur la plantation. Je rappelle que le maître, finalement, il a droit de vie et de mort, donc ça aussi, ça remet en question, finalement, toute la justice coloniale. Par contre, là où les colons vont être très vigilants, c'est l'article 17. Étant donné que les esclaves sont encore considérés comme propriétaires, rappelez-vous, l'article 44 du Code noir rappelle que c'est un bien meuble, là, les colons vont dire que c'est très intéressant cet article, parce que finalement, si l'État tue un esclave révolté, c'est un droit inviolable, donc il faut qu'il me rembourse. Donc en fait, la partie qui intéresse le plus les colons esclavagistes, c'est évidemment la partie pécuniaire. Donc on va avoir des colons qui vont commencer à adresser des indemnisations pour dire voilà, nos esclaves se sont révoltés, nous avons perdu de l'argent, et en plus l'État, en voulant rétablir l'ordre, a tué la moitié de mon effectif de travail.
Donc ça c'est très intéressant parce que c'est ce qui va expliquer pourquoi on va aussi à un moment donné revenir à l'esclavage. Parce qu'à un moment donné, les colons vont réclamer sous le coup de l'article 17 que leur propriété est inviolable. Donc il faut que l'État, si elle viole cette propriété, elle puisse rembourser. Donc, vous voyez que l'argument également dans la déclaration des droits de l'homme, les colons arrivent à trouver un argument évidemment implacable pour dire, vous voyez finalement, c'est pas intéressant pour vous, parce que l'article 1 détruit le droit de propriété, donc c'est inviolable, donc il faut nous rembourser. Donc il y a un argument, encore une fois pécuniaire, qui est utilisé par les colons. Alors qu'est-ce qui se passe entre-temps? 1791, grande révolte des esclaves, on a des hommes, des esclaves et des affranchis qui sortent du lot, Toussaint Louverture par exemple, est à ce moment-là rejoint l'Espagne. Ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, en 1792, il y a la chute du roi. Septembre 1792, le 21 septembre, on a la proclamation de la Première République. Très bien, donc il n'y a plus de roi. Sauf que toute l'Europe est en guerre. Les Espagnols sont en guerre, les Autrichiens sont en guerre, les Prusses sont en guerre, les royaumes italiens sont en guerre, l'Angleterre en fait attend juste le moment pour donner le coup de grâce, et en fait en 1793, l'Angleterre est en guerre. L'Angleterre, évidemment, c'est l'ennemi numéro 1 de la France depuis les années 1715, depuis les rivalités sur le commerce des esclaves. Et donc, les républicains se disent, attention, il va y avoir une tentative des colons de faire appel aux Anglais pour l'intérêt esclavagiste. Donc, on va s'intéresser à envoyer des hommes, des républicains, mais des républicains qui ont des idées même très extrêmes. Par exemple, ici, on a Léger Félicité Sonthonax. Donc c'est un homme qui est né en 1763, dans une famille plutôt aisée. Il fait des études de droit, comme de nombreux jeunes enfants des familles plutôt aisées, en commerce. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie d'une société, la Société des Amis des Noirs, qui a été fondée évidemment en 1788. Et cette Société des Amis des Noirs, elle combat l'esclavage et notamment la traite négrière. Lorsqu'éclate la Révolution, il reçoit l'appui de Brissot, et justement, il fait partie des fervents républicains. Et donc on décide d'envoyer cet homme pour faire appliquer les lois de la Nouvelle République dans les colonies. Donc lui, il va être envoyé à Saint-Domingue. À Saint-Domingue, depuis 1791, il y a des révoltes partout. Non, c'est les plaines du Nord, c'est les plaines du Centre, et surtout c'est les plaines du Sud. Donc on a quasiment 100 000 esclaves qui sont autour en train de se révolter. Donc lui, il doit aller à Saint-Domingue pour éviter que les Anglais récupèrent la colonie et pour rétablir l'ordre. Alors, quand il va arriver, évidemment, il va se rendre compte les premiers mois que c'est très difficile de rétablir l'ordre. Parce que pour faire revenir des esclaves, hors de question qu'ils reviennent sur la plantation de leur maître. Eux, ils veulent la liberté, ils sont armés. Donc, il y a la menace anglaise qui arrive. Alors, en août 1793, sans avoir l'avis de Paris, il va être le premier à tout simplement faire ce qu'on appelle une abolition de l'esclavage locale. Il dit voilà, les Anglais sont en train de débarquer sur le sud de Saint-Domingue. Si les Anglais débarquent, ils ont plus de moyens, plus de troupes, ils sont aidés par la moitié des colons. Ben moi, je vais utiliser la force esclave contre les Anglais. Donc, 400 000 esclaves deviennent libres, 200 000 citoyens soldats. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a des jeunes enfants qui vont combattre. Donc d'un coup, cette abolition locale, elle permet tout simplement d'empêcher les Anglais. Ben oui, parce que tout simplement, comment on fait l'abolition locale? Ben, ici, vous avez une publication qui est intéressante, c'est une proclamation. Elle est en créole. Alors, il y a des hommes qui vont lire dans les champs, dans les villes, cette proclamation disant que la nation française voyait dans ce pays-ci, pour mettre l'ordre, la tranquillité, tout partout. Donc là, on est dans le créole. On s'adresse évidemment aux esclaves. Et souvent, quand on leur dit tu es libre, on leur donne tout de suite un fusil. Pour leur dire mais non, tu es libre, tu peux te défendre, mais d'abord, avant de profiter de ta liberté, il faut se défendre contre les Anglais, qui sont esclavagistes, qui veulent maintenir l'esclavage. Donc vous voyez comment, en fait, finalement, il y a une opportunité pour Sonthonax de sauver la colonie. Alors évidemment, comme il est membre de la Société des Amis des Noirs, évidemment, ça lui convient. Mais il ne sait pas ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire qu'il fait ça sur un coup de tête. Hein. Il a peur que les Anglais récupèrent tout et que tout soit terminé. Donc ça, c'est très important parce que cette abolition locale, évidemment, elle va s'appliquer sur les plaines du Nord, sur les plaines du Sud. Paul Verel, qui est l'autre envoyé de la République, va faire la même abolition dans le Sud. Donc finalement, les Anglais vont être asphyxiés.
parce que d'un coup, ils n'ont plus les moyens de combattre. Les Anglais, ils étaient 20 000. Vous avez affronté des personnes qui ont connu la misère, la violence et l'esclavage, évidemment, ils vont se battre avec énormément d'énergie. Donc, il faut avoir l'autorisation maintenant d'appliquer cette abolition locale dans les autres colonies. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va envoyer une délégation de Saint-Domingue avec des anciens esclaves pour aller à Paris. Alors, à Paris, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la terreur depuis septembre. Robespierre, avec le comité du salut public, sont en train d'opérer ce qu'on appelle le rafraîchissement des républicains. En gros, il est en train de couper les têtes. Donc, le navire chargé de cette commission part fin septembre de Saint-Domingue, arrive évidemment, parce qu'il faut évidemment passer par les États-Unis, parce que les Anglais bloquent tous les accès atlantiques. Donc, en passant par les États-Unis, sous pavillon américain, on peut accéder vers l'Europe. Finalement, ils arrivent janvier. En janvier, ils arrivent en métropole, dans les ports français, le temps d'aller sur Paris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette délégation, c'est à peu près une trentaine de personnes, toutes couleurs confondues, comme le disent les textes. D'abord, ils sont arrêtés. Donc, voilà, on voit arriver des personnes qui viennent d'un port et qui ne correspondent pas au phénotype de l'époque. Robespierre les ferme. Sauf qu'évidemment, vous avez certains républicains qui disent attendez, ils viennent avec l'abolition locale de l'esclavage. Nous sommes une république. Donc il faut à un moment donné qu'on soit cohérent avec les idéaux qu'on défend. Et donc finalement, Danton va faire un grand discours pour expliquer la nécessité de faire une abolition globale et universelle sur toutes les colonies françaises. Vous voyez, ça se joue finalement pas grand-chose. C'est-à-dire que si le comité exécutif reste ancré dans sa position que ce sont juste des hors-la-loi, il peut très bien ne pas avoir de première abolition. Donc ici, vous avez une scène qui a été représentée. C'est l'abolition de l'esclavage par la Convention. Donc finalement, c'est le 4 février 1794. C'est Nicolas André Mancio qui représente cette scène. Vous voyez ici des esclaves, alors, un peu évidemment utopique. On est dans la représentation. Alors ici, cette femme-là, elle est vraiment attestée. C'est Jeanne Odo, c'est une femme esclave qui a 102 ans et qui va être assise à côté du président de l'Assemblée nationale pour montrer le côté symbolique, c'est-à-dire que cette fois-ci, il n'y a plus d'esclaves et que la couleur n'est même plus un critère. Ça, c'est très important parce que cette déclaration de l'abolition de l'esclavage des nègres dans les colonies, elle est très très forte. Parce que si on regarde bien, il n'y a plus de distinction de couleur. C'est-à-dire que l'abolition universelle, elle détruit le préjugé de couleur. C'est-à-dire que celui qui vient d'Afrique est automatiquement français. Très très fort pour l'époque, c'est une idée très 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 révolutionnaire. Là, on ne fait plus abstraction des réalités coloniales, ce qui évidemment va poser problème sur place. Alors, dans d'autres colonies, évidemment, on va faire arriver très vite les Anglais. La Martinique, par exemple, ne connaîtra jamais la première abolition de l'esclavage. Les Anglais vont arriver dans des endroits stratégiques où les colons les attendent pour leur indiquer comment prendre l'île. La Guadeloupe va presque réussir, sauf qu'en Guadeloupe, il va y avoir un homme qui va arriver, qui va permettre à la Guadeloupe de devenir une colonie sans esclaves. Par contre, la Martinique, elle sera verrouillée, et ça sera même un retour très violent de l'esclavage. Alors, les autres colonies, il y a les colonies des Mascareignes. Alors, les colonies des Mascareignes, ce sont des colonies particulières, c'est-à-dire qu'il y a une alliance entre les Blancs et les libres de couleur, qui disent une chose: avec la République, on n'autorisera pas l'abolition de l'esclavage. Donc, comme ici, on a les envoyés de la République qui arrivent dans le courant 1796, vous voyez qu'on met quand même du temps. Je rappelle que de Paris, pour aller à La Réunion, vous prenez quasiment 18 mois de voyage. Alors, comme les Anglais bloquent le trafic au Cap, Afrique du Sud, enfin, l'actuelle Afrique du Sud, il faut attendre, des fois, dans certains ports africains, le temps que les Anglais autorisent le navire, parce que souvent on ne dit pas qu'on est un navire français, surtout de la République, donc on se fait passer pour d'autres pavillons, donc ça prend du temps. Quand ils arrivent à La Réunion, ils débarquent, ils viennent faire rencontre des autorités, tout de suite ils rembarquent. Ils disent hors de question, il n'y aura pas d'abolition de l'esclavage. Pareil, à l'île Maurice, 1800. Parce que quand ils sont, les envoyés de la République, Brunel, ils sont renvoyés de La Réunion, évidemment, le bateau il repart en direction Madagascar. Ils mettent quasiment 4 ans pour aller à l'île Maurice. Pareil, à l'île Maurice, ils sont localisés.
Donc il n'y aura jamais d'abolition, première abolition, à La Réunion et à l'île Maurice. Saint-Domingue, vous l'avez compris, depuis août 1793, il n'y a plus d'esclaves. En Guadeloupe, il faut attendre juin 1794 pour que l'esclavage soit aboli. La Martinique ne connaît pas d'abolition comme La Réunion et Maurice. Sainte-Lucie, il va y avoir une petite parenthèse où les esclaves vont devenir libres. Entre 1795 et 1796, les Anglais mettent un moyen effroyable dans la guerre des bois. C'est une guerre en fait qui se passe uniquement dans les forêts tropicales des îles, où finalement les esclaves sont obligés tout simplement par enfumage de se rendre et de redevenir esclaves. Le Sénégal connaît, le comptoir du Sénégal, c'est-à-dire Saint-Louis et Gorée, connaît une abolition locale, mais vraiment très locale, hein, c'est-à-dire que l'intérieur des terres, on pratique toujours l'esclavage. Et la Guyane devient une terre libre en juin 1794. D'ailleurs, les premiers moments, quand ils apprennent qu'ils deviennent libres, tous les esclaves fuient. Parce que, évidemment, pour eux, ils pensent que c'est une stratégie pour les avoir. Très important également. Alors ça, c'est les abolitions qui ont réussi l'échec. Mais pourquoi il y a une restauration? Et ça, c'est la question qui est fondamentale. Il faut imaginer qu'en 1799, la France est en train de voir revenir les royalistes en Europe. Donc on cherche un homme fort pour régler la question révolutionnaire et stabiliser le pays. On va chercher chez les militaires. Les militaires révolutionnaires ont une aura assez impressionnante auprès du peuple. Donc évidemment, on regarde un petit peu les généraux qui sont jeunes, qui sont célèbres, et on se tourne à un moment donné vers Bonaparte. Alors Bonaparte, pourquoi lui? Parce que tout simplement, il permet à la France d'ouvrir la question orientale dès 1798. Alors même si en 1799, finalement, en Égypte, il est déjà pris au piège. Hein. Il arrive à partir rapidement en abandonnant son armée face aux Anglais et aux Turcs. Mais Napoléon, évidemment, offre une garantie, celle d'avoir une aura populaire. Ça, c'est très important, parce que quand il revient à Paris, évidemment, le coup d'État va se préparer, le 18 Brumaire de l'an 8, où on va prendre le pouvoir en 1789. On prend le pouvoir en dehors de Paris pour éviter, évidemment, une masse de population qui pourrait dégénérer. Et puis surtout, on lui donne un pouvoir finalement très fort. C'est ce qu'on va appeler le consulat. Le consulat, normalement, c'est 3 consuls qui doivent se partager les 3 pouvoirs. En réalité, en fait, Bonaparte est le premier consul. Même si en apparence il doit avoir quelques pouvoirs, c'est lui qui doit devenir l'homme fort. Il doit terminer la révolution. C'est comme ça qu'on voit dans les textes de Sieyès. Sieyès dit, cet homme doit terminer la révolution, c'est lui qui doit sauver la France de la menace royaliste. Alors évidemment, Bonaparte arrive au pouvoir en 1799, tout de suite, il y a des personnes dans le ministère de la Marine et des Colonies qui s'interrogent sur la santé économique des colonies. On n'a plus de sucre, il n'y a plus de tabac, il n'y a plus d'esclaves. Et donc dans ce ministère, en fait, il y a toujours des esclavagistes qui sont là, des personnes qui ont des plantations, qui connaissent du réseau. Alors évidemment, vous ne l'avez pas oublié, en 1796, d'ailleurs, Bonaparte se marie à Joséphine de Beauharnais. Beauharnais, qui est donc une créole, en fait, la famille de la pagerie, le 3 donc c'est une famille ancienne dans la colonie. Alors elle, en fait, elle ne va pas jouer un rôle fondamental dans la décision de Bonaparte, mais elle va, en fait, mettre en connexion tous les hommes esclavagistes du milieu parisien. Et donc Bonaparte va réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire des colonies. Et donc la restauration coloniale, elle va commencer en 1789. En fait, en 1789, il y a une constitution. Cette constitution de l'an 8 rappelle dans l'article 91, les colonies sont régies par des lois spéciales. Cet article-là est très intéressant, parce qu'en fait, il met fin à ce qu'on appelle l'isonomie républicaine. Un an avant, l'Assemblée nationale, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens, avait décidé que les colonies étaient devenues des départements français. Et donc, de fait, ce n'était plus des colonies. Donc c'était les mêmes lois. Et on avait rappelé également que celui qui venait d'Afrique était citoyen français, totalement. Et pas une demi-citoyenneté. Cette constitution arrive, l'article 91 met un doute. Parce que, évidemment, c'était les lois spéciales. C'est-à-dire qu'on sous-entend qu'on ne peut pas les administrer de manière égalitaire. Alors, ce qui va en fait précipiter Napoléon dans ce qu'on appelle la folie ou la démence coloniale, c'est le pouvoir à Saint-Domingue. Depuis 1791 à 1801, on a des hommes forts qui arrivent au pouvoir. Ces hommes forts,
ce ne sont plus des Européens métropolitains, ce sont des anciens esclaves ou affranchis. Toussaint Louverture, c'est un ancien affranchi. Évidemment, ça devient un homme important, général, capitaine de la plupart des troupes, capitaine général, et surtout il va devenir gouverneur. Toussaint Louverture a réussi à remettre de l'ordre dans l'île. D'ailleurs, Toussaint Louverture exerce un pouvoir très autoritaire. Il s'est battu contre les mulâtres. Il y a un enjeu de couleurs qui est très très fort. Il y a ce qu'on appelle la guerre des couleurs qui est en train de se passer entre 1800 et 1801, où la plupart des mulâtres sont massacrés par Toussaint Louverture. Toussaint Louverture ne veut pas rétablir l'esclavage, mais il veut néanmoins rétablir le travail sur les plantations. Donc il va mettre en place en 1801 le caporalisme agraire. Le cultivateur qui ne veut pas travailler peut être fusillé. Donc on revient quasiment sur une situation de quasi-esclavage sans le moins. Pourtant, il y a quelque chose qui gêne Napoléon. Toussaint Louverture se fait proclamer une constitution où lui est gouverneur à vie, où il peut faire du commerce librement avec les États-Unis et l'Angleterre. Évidemment, Bonaparte sent une menace, avec l'entourage évidemment derrière. Cette menace, il va évidemment la matérialiser avec une expédition de 50 000 hommes, c'est un record à l'époque, 50 000 hommes qui sont acheminés de métropole vers Saint-Domingue pour arrêter Toussaint Louverture et désarmer les Noirs. Alors à ce moment-là, quand il envoie ses troupes en 1801, Bonaparte ne sait pas encore s'il doit rétablir l'esclavage. Il ne sait pas encore. Par contre, quelques mois après, il va le rétablir. Alors pourquoi il va le rétablir? D'abord, en fait, il ne va jamais le rétablir. Il va d'abord le maintenir dans les colonies qui n'ont jamais connu l'abolition de l'esclavage. Bah oui, c'est simple. Les Anglais sont en train de négocier ce qu'on appelle la paix d'Amiens. Donc les Anglais disent très bien, nous allons vous restituer toutes les colonies qui sont sous notre maîtrise. Très bien. La Martinique, il n'y a pas eu d'abolition. Donc ça veut dire qu'il faut faire une abolition. Très rapidement, il y a des mémoires qui arrivent sur le bureau de Bonaparte en disant, si vous faites ça, on rentre en révolte contre la France. Donc il y a un enjeu qui rentre en jeu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse une colonie avec esclaves et sans esclaves? Et donc on va trancher. Le lobby colonial esclavagiste va l'emporter. On va décider donc de maintenir l'esclavage dans les colonies et évidemment de rétablir la traite négrière française. Parce que évidemment tous les ports français, Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Marseille, Le Havre, sont mécontents. On ne fait plus de troc avec les marchands africains, on perd de l'argent. Donc il faut que la traite reparte. Alors ça, c'est ce qui se passe, c'est voté en France. Alors vous savez qu'il y a cette expédition qui part en décembre. Cette expédition arrive évidemment en janvier 1802, pour certains, ce qui vont beaucoup plus vite en passant évidemment sur le nord de l'Atlantique. En mai et juillet 1802, on a un rétablissement violent également en Guadeloupe. En Guadeloupe, les officiers anciens esclaves ont pris le pouvoir. Donc pareil, Bonaparte veut les désarmer. Donc là, ici, on a quasiment une guerre de couleurs. On a des hommes qui vont se battre jusqu'à la mort. Delgrès en est le symbole. Il se fait sauter avec tous ses soldats parce qu'il a compris qu'en fait les soldats français sont venus rétablir l'ancien régime. Pourquoi? Parce que quand les soldats sont désarmés, ils sont mis au fer. Ils ne sont plus dans la règle militaire, ils sont remis au fer comme les esclaves. Donc, symboliquement, on a compris que Bonaparte était ici pour rétablir un ancien système. Donc, la conséquence de la Guadeloupe va provoquer en fait à Saint-Domingue, après l'arrestation de Toussaint Louverture, une révolte globale de tous les généraux de Toussaint Louverture. Donc, ils ont compris qu'en Guadeloupe, on rétablit l'esclavage. Donc, si les Français sont venus 50 000 à Saint-Domingue, c'est pour rétablir l'esclavage. Alors, le beau-frère de Bonaparte, le général Leclerc, va mourir de la fièvre jaune. Un autre général français va reprendre le commandement de l'armée française, Rochambeau, et Rochambeau va tomber dans une violence extrême qui va accentuer en fait le conflit, qui va reprendre en fait en octobre 1802, qui va se terminer en janvier 1803. Et en janvier 1803, évidemment, les Français n'ont quasiment plus de troupes. Pourquoi? Parce qu'il y a la fièvre jaune et surtout, vous combattez contre 400 000 personnes, parce que là on a des femmes également qui combattent pour leur liberté. Ici une scène évidemment de combat qui a été représentée au XIXe siècle, qui montre bien évidemment ici les troupes qu'on appelle indigènes, ils s'appellent des indigènes, des Haïtiens, et ici les troupes métropolitaines. On voit bien la férocité des combats qui prennent une tournure de guérilla, mais pas dans les guerres classiques européennes. Alors ça c'est très important parce que Haïti va devenir la première république. Cette loi du 20 mai finalement va précipiter la chute française. Le soulèvement des troupes indigènes font apparaître Dessalines. Dessalines est donc le second de Toussaint Louverture. C'est un ancien esclave qui est reconnaissable avec évidemment une marque de violence sur son visage,
qui va mener une alliance contre toutes les troupes françaises. Et le 1er janvier 1804, les troupes françaises sont évacuées évidemment, ceux qui peuvent. Il y a la proclamation de la première République noire du Nouveau Monde, Haïti. Haïti, tout simplement, en hommage au peuple haïtien qui était présent avant l'arrivée des Espagnols. Tout simplement en 1805, qu'est-ce que font les Haïtiens? Donc, ils se mettent évidemment dans le drapeau. Il faut imaginer qu'on a enlevé la couleur blanc, parce que le blanc rappelait évidemment la couleur des blancs français. Donc, on va munir le bleu, l'élite, noir, mulâtre, et le rouge, le peuple, avec la canonnade. Alors évidemment, on va garder d'abord la devise libre ou mourir, pour bien montrer que nous sommes un pays révolutionnaire. Et dans l'article 12, c'est là que c'est intéressant, la constitution finalement des Haïtiens est assez intéressante. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à partir de maître ou de propriétaire. Et pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Donc vous voyez qu'on a également un héritage du préjugé de couleur qui s'inscrit dans cette jeune république. Et d'ailleurs, l'article 14 rappelle que toute exception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille, dans le chef de l'État et des pères, devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous le nom de dénomination générique des Noirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme nègre n'est plus utilisé, il est juste un qualificatif pour dire humain. On déconstruit à la fois le préjugé de couleur du terme nègre, mais en même temps on inclut une discrimination par rapport à la couleur, comme le montre l'article 12. Alors évidemment, vous l'avez compris, les Français ne sont plus acceptés. Ça va déboucher évidemment sur des massacres des Blancs entre mars et juin 1804, où 5000 Blancs vont être massacrés sous les ordres de Saline, au nom de tout simplement, je cite, la vengeance du peuple opprimé. Ça c'est très important. Alors cette naissance d'Haïti va provoquer une violence inouïe dans les autres colonies esclavagistes. La peur qu'il y ait une seconde Haïti va être dans l'esprit de tous les colons. Et donc ici, on a la survie de la société esclavagiste qui va durer 46 ans. Ici, on a une des rares photographies qui a été prise en Martinique, par exemple, en 1847. On a un marché aux esclaves. Alors ce marché aux esclaves, il doit être situé évidemment non loin de Saint-Pierre. Ici, vous avez la baie de Saint-Pierre derrière. Et donc ça doit être sur la route qui mène entre Saint-Pierre et Cardieu. Donc ce qui montre bien que l'esclavage va se pérenniser, mais va se durcir, parce qu'on a peur de la Révolution et puis on a peur des Haïtiens. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les scènes qui vont être produites montrent à quel point on a peur de cette contagion révolutionnaire. On a des supplices de plus en plus violents, de plus en plus meurtriers, on a même des justices exceptionnelles qui vont être mises en place, un tribunal spécial qui permet de juger à mort les esclaves directement sur place, soit par l'armée, soit par les colons. On va avoir évidemment des pendaisons. Donc l'iconographie va se nourrir de ces scènes de violence pour bien montrer que les colons ont repris le contrôle sur les esclaves. Et en même temps, ils ont toujours peur d'une rébellion. C'est tout un discours, c'est-à-dire que les maîtres vont demander constamment à l'État de la protection, et constamment, ils vont dire, il y a une menace. On a peur, il y a une menace, donc c'est pour ça qu'on réagit de manière violente. Alors qu'est-ce qui se passe? Plus on va avancer dans le temps, et plus le système esclavagiste va commencer à se fragiliser. Il y a déjà deux raisons à cela. La traite négrière n'est plus autorisée par l'Angleterre. L'Angleterre, qui avait le monopole des esclaves, décide en 1806, on arrête de faire du commerce des esclaves. En fait, les Anglais ont tout simplement vu ce qui s'est passé à Haïti. Ils se disent, si on fait pareil, on va perdre la Jamaïque. Donc on arrête d'alimenter la Jamaïque avec des nouveaux esclaves d'Afrique qui savent combattre. Les États-Unis suivent le pas en 1807. Les États-Unis vont suivre le pas, mais ils vont quand même continuer à s'alimenter par la traite illégale. La France, elle va attendre 1815. C'est Bonaparte, quand il revient tout simplement de l'île d'Elbe, il dit, voilà, j'abolis la traite des esclaves, bon, parce qu'en fait, je m'aligne sur l'Angleterre et tout simplement les États-Unis, parce qu'au cas où, si je gagne à Waterloo, je peux renégocier autour d'eux. Donc la France n'autorise plus notamment de traite négrière, ce qui gêne évidemment les colons. Parce que sur place, les colons demandent de plus en plus de main-d'œuvre. Ben oui, le sucre a du mal à se vendre, a du mal à se produire, parce qu'on n'a pas assez suffisamment d'esclaves. Pourtant, ça va venir encore une fois de l'Angleterre, l'assouplissement de ce qu'on appelle le système esclavagiste français. Les Anglais ont bien compris que finalement l'esclavage n'est plus rentable. Donc les Anglais sont en train de mettre en place la seconde colonisation. On va se déplacer directement dans les territoires qui nous intéressent, on ne va plus déplacer des populations, et on va mettre en valeur ces territoires.
Donc à partir des années 1830, en fait, les Anglais sont en train de tout simplement s'introduire sur les côtes d'Afrique. Ils arrivent sur les côtes d'Afrique en disant « mais non, il faut abolir l'esclavage ». Donc évidemment, il y a des tensions très fortes parce que les royaumes africains qui vendaient des esclaves disent « attendez, vous avez pendant un siècle et demi voulu des esclaves, maintenant vous nous dites que vous ne voulez plus d'esclaves ». Donc des tensions vont naître, ce qui va avoir conséquence en juillet 1833, d'avoir l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies britanniques. Donc évidemment, les Français se sentent menacés, notamment parce que la Martinique, elle est entourée de colonies anglaises. Donc qu'est-ce qui se passe dans la colonie de Martinique, par exemple? Les esclaves veulent aller sur les territoires anglais pour être libres. Alors on va décider, parce que l'opinion française a changé aussi, on va décider d'assouplir. On a les lois à Monaco, donc là on est sous Louis-Philippe, qui vont voter en 1845 une préparation à l'abolition. On accepte que l'esclavage n'est plus rentable. Donc il faut préparer deux choses. Rembourser les colons et remplacer cette main-d'œuvre non libre par une main-d'œuvre semi-libre. Alors qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, Mayotte va être achetée par la France. Ce n'est pas une conquête militaire, elle va être achetée par la France dans les années 1840. La négociation commence en 1840. En 1845, Mayotte est française. Sauf que il y a de l'esclavage déjà. L'esclavage qui est pratiqué par les Africains et les musulmans. Pour éviter qu'il y ait des grandes révoltes, on va faire d'abord une abolition locale. Donc, en 1846 et en 1847, Louis-Philippe explique qu'il n'y a plus d'esclaves dans les domaines royaux. Ça tombe bien, Mayotte, c'est une colonie du domaine royal. Donc, ça veut dire que tous les esclaves font partie du domaine royal. Donc, il n'y a plus d'esclaves. Bon, pourtant, ça continue quand même à fuir, parce que, évidemment, les esclaves de Mayotte pensent que c'est aussi une stratégie où on va rétablir l'esclavage de manière violente. Donc, on est obligé de faire une deuxième ordonnance rappelant que l'esclavage est bien aboli. Vous voyez, c'est intéressant, 1846-1847. Alors, en 1847, on va aller plus loin. On va appliquer ça en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et évidemment à La Réunion. Alors, les esclaves du domaine royal, en gros, c'est quoi? Ce sont des esclaves épaves. Ce sont des esclaves qui sont rattachés au service de l'État. Les voiries, ça peut faire la police, s'occuper des prisons. Ils sont un peu mieux traités théoriquement, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les supplices sur la plantation. Et donc, on va commencer à franchir, mais de manière masquée dans les colonies, ces esclaves. Donc, on va avoir des affranchissements de plus en plus importants à partir de 1847. Alors, qu'est-ce qui se passe, évidemment? Il y a une ordonnance également qui limite le pouvoir du maître. Et là, c'est important. L'ordonnance du 1er et 2 octobre, le maître n'a plus le droit d'utiliser le fer, symbole évidemment de domination, les chaînes et les liens. Ensuite, le fouet est limité dans l'usage et dans le coup. Donc on limite à 15 coups, la pratique était souvent 50 coups, vous savez qu'à 75 coups on peut tuer évidemment l'individu. Et il y a un registre des punitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'historien, on peut regarder toutes les punitions qui sont données à partir de 1846 jusqu'à 1848. Alors évidemment, il y a des maîtres qui vont... Des fois, il y a des registres, il n'y a rien. C'est une stratégie, ils ne mettent rien. Justement, ne pas être sanctionné par l'État. Et puis, il y a des plaintes contre les maîtres. La plainte contre le maître est déjà possible dans le Code noir, mais elle n'est jamais appliquée. Et là, elle est rappelée par la loi. Et donc, on va avoir des esclaves qui vont commencer à se tourner vers les juges. Donc, on va commencer à avoir des affaires qui vont condamner les maîtres, non pas à des peines de prison, mais à des peines d'amende. Ça, c'est très important parce que, évidemment, on a un système qui est en train de toucher à sa fin. Celui qui va, évidemment, accélérer le processus, Schœlcher. Mais parce qu'il y a une révolution. Si Louis-Philippe est toujours au pouvoir, sans doute que cet esclavage sera aboli au bout de 3-4 ans. Le processus révolutionnaire arrive à partir de février 1848. C'est une nouvelle république qui arrive au pouvoir avec des idées très fortes. Je rappelle que la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, vient de la Deuxième République. Donc là, on a des frontons, des idéaux très forts, universels encore une fois. On rappelle les déclarations des droits de l'homme, et donc les débats s'ouvrent. Qu'est-ce qu'on fait des esclaves dans les colonies françaises? On a liberté, égalité, fraternité, mais eux ne sont pas libres. Alors certains disent, il faut le changer, parce qu'il y a encore des personnes qui disent, on ne touche pas l'esclavage. C'est de l'économie coloniale,
Il faut changer la devise. On ne garde que liberté. Sauf qu'évidemment, une partie des républicains, on a compris, c'est une révolution également très populaire. On a une pression populaire à Paris, les ouvriers, évidemment, réclament une amélioration des conditions de vie. Schœlcher, lui, en profite, parce que c'est un homme qui a déjà mené un combat anti-esclavagiste depuis une dizaine d'années. Il a beaucoup voyagé, il a fait d'énormes rapports, d'énormes livres. Et lui, il va accéder au secrétariat d'État aux colonies. Il devient sous-secrétaire. Donc c'est un poste très, très important, c'est un poste clé, parce que justement, il est près des personnalités qui font des amendements. Il est très proche de Lamartine qui est un excellent orateur. Schœlcher n'est pas du tout un bon orateur. Donc évidemment, Lamartine partage les idées universelles. Et donc, il va devenir président de la commission qui traite de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est très bien, finalement. Il arrive à placer tous ses proches et il initie donc le projet d'application. Et il va tout simplement réussir, le 27 avril, à le faire passer comme abolition définitive dans le décret. C'est évidemment Lamartine qui lit le décret devant l'Assemblée, parce qu'évidemment il a plus d'aura, plus de charisme, pour être sûr que ça soit accepté par l'ensemble, évidemment, des députés. Alors ce décret du 27 avril, c'est un décret, on rappelle que l'article 4, tous les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits et qui, amputés à des hommes libres, n'avaient point entraîné ce châtiment. Donc là, tous ceux qui sont condamnés, même pour des délits graves, entre guillemets, dans les colonies, sont quand même libérés, donc ça c'est quand même assez important. Ça va créer des problèmes dans les colonies. L'article 5 rappelle également qu'il y a une indemnité. Oui, parce que si on ne paye pas, il peut y avoir une contre-révolution dans les colonies. Et encore une fois, c'est l'aspect économique qui est très important à comprendre. Donc il faut rembourser tous les colons. Parce que vous comprenez, les colons font marcher l'économie coloniale, même si elle est malade en fait depuis 46 ans. Donc c'est pour ça que dans le décret, on a l'article 5 également qui rappelle que les colons doivent être remboursés pour éviter une faillite. La mise en application, évidemment, vous l'avez compris, il faut encore 1 mois et demi pour traverser l'Atlantique. C'est voté en avril 1848, mais le temps que l'information arrive, ça prend un certain temps. Alors ici, on a la peinture qui est représentée à l'arrière, si vous souhaitez. C'est une peinture qui a été réalisée par François Villard. C'est l'abolition de l'esclavage. Alors je la trouve très intéressante. Je suis désolé pour la qualité, c'est un peu assombri. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle est réalisée évidemment en 1849. L'abolition, évidemment, appliquée partout. Et là, ici, c'est une allégorie un petit peu de l'idée qu'on se fait de cette abolition. C'est l'universalisme. Vous voyez ici Schœlcher, qui efface donc à toutes les sociétés, toutes les composantes de la société coloniale. Ici, vous avez les colons, ici bien vêtus, et ici, vous avez évidemment les esclaves. Donc, on est dans la mentalité de l'époque, dans l'utopie un petit peu coloniale, où on représente évidemment l'esclave nu. C'est une peinture qui va devenir très importante, justement, pour continuer à valoriser l'universalisme. Alors, évidemment, cette application, comment elle se passe dans les colonies, vous allez voir, elle se place de manière un petit peu différée. D'abord Mayotte. Bon, Mayotte, il n'y a plus d'esclaves depuis 1846. Évidemment, qu'en 1848, on est au courant, on rappelle qu'il n'y a toujours pas d'esclavage, qu'ils sont libres. Évidemment, on a peur qu'il y ait toujours une révolte à Mayotte. À La Réunion, finalement, on attend octobre 1848. Vous voyez qu'on va un peu plus vite, tout simplement parce qu'on n'est plus en guerre avec l'Angleterre. Les Anglais laissent passer plus facilement les bateaux français. En Guadeloupe, ça sera en mai 1848. Alors la Guadeloupe, évidemment, en fait, elle va tout simplement se calquer sur ce qui se passe en Martinique. La Martinique va être le premier territoire à ne plus avoir d'esclaves. En fait, c'est tout bête. La déclaration n'est même pas encore arrivée. On a déjà entendu parler de cette révolution française. Les esclaves vont descendre donc de Morne-Rouge, une commune au sud de Saint-Pierre, et vont commencer à ravager les plantations. Sauf qu'ils sont 5000. Donc on veut éviter une tuerie, un massacre de blancs. Donc qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur applique immédiatement l'abolition de l'esclavage. C'est pour ça que c'est le 23 mai. Le 23 mai, c'est officiellement, en fait c'est 22 mai, parce que le 22 mai, la pression populaire est tellement forte qu'on décide d'abolir l'esclavage pour la paix sociale. La Guyane, par contre, août 1848. Alors en Guyane, en fait, l'application, le texte, le décret est arrivé
jours. Pourquoi on met du temps? Parce qu'en fait, tout simplement, les colons ne veulent surtout pas qu'il y ait un grand marronnage, c'est-à-dire que tous les esclaves fuient. Donc on va préparer progressivement en fait, la déclaration pour que le 10 août 1848, on n'ait pas beaucoup de personnes qui fuient dans la forêt amazonienne. Parce que, évidemment, le gros problème en Guyane, c'est cet espace très dense. Quand les personnes fuient en forêt amazonienne, on n'a aucun moyen finalement de mettre la main dessus. Et puis au Sénégal, le 23 août 1848, pareil, on attend quasiment 2-3 mois, parce qu'en fait, on prépare tout simplement les arrière-pays, les princes, les marchands, qui eux continuent à pratiquer l'esclavage. On est en train de préparer, en fait, progressivement, de prévenir que maintenant, toutes les personnes qui sont dans les comptoirs français seront libres. Évidemment, il y aura évidemment des résistances au Sénégal pour maintenir l'esclavage. Alors, ce qui est important aussi, pour terminer, c'est ce qu'on va remettre à l'esclave. Donc cette abolition définitive, maintenant il faut l'acter. La première abolition, en fait, on ne remettait rien à l'ancien esclave. Il était juste sur un registre citoyen, et ça s'arrêtait là. Là, on va remettre ce qu'on appelle un acte d'individualité. On a des registres qui vont être tenus, et ce registre-là est intéressant parce que vous avez le numéro d'acte civil. C'est la première fois qu'on a un officier d'état civil qui va faire apparaître l'identité d'une personne. Je rappelle juste que l'esclave, le nom était choisi par le maître. En fait, le nom, c'était le prénom. Un citoyen, il avait un nom et un prénom. Donc là, les officiers d'état civil, ils vont donner un nom aux esclaves. Donc c'est-à-dire que tous les originaires d'outre-mer qui ont eu des ancêtres esclaves vont avoir des noms qui ont été donnés de manière totalement arbitraire. Alors ça dépend, le matin les noms étaient plus sympas que le soir, parce que l'officier d'état civil était fatigué en fin de journée, et il en avait vu, donc il pouvait être un peu en colère et donner des noms un petit peu farfelus. Donc ici, vous voyez, on a la citoyenne, Sarfini, Elimor, âgée de 5 ans, donc là, c'est un enfant. On rappelle également qu'elle est inscrite dans un registre F, et des registres F qui rappellent, c'est des anciens registres des esclaves. Vous tenez des registres pour éviter que si un esclave fuyait sur une autre plantation, on savait à quel maître ça appartenait. Donc on rappelle son ancien passif d'esclave, et on lui donne le numéro de son ancien registre, et on lui dit, maintenant, voilà, tu es citoyenne, tu as un nom, un prénom, et donc maintenant tu es libre. Donc ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de travaux historiques sur ces registres, pour essayer de comprendre aussi la stratégie dans les communes, pourquoi on donne tel nom, pourquoi les noms peuvent être péjoratifs dans certaines communes, et puis surtout ça permet vraiment d'attester que ça y est, l'esclavage est terminé. Ce qui n'avait pas été le cas pour la première abolition, parce qu'il manquait de temps, vous l'avez compris, on était en guerre contre l'Angleterre, donc on n'avait pas cette question administrative à faire. Là, la France veut régler cette question-là pour faire rentrer les vieilles colonies dans des territoires qui vont peut-être devenir des départements plus tard. Donc ça, c'est très important. Vous voyez que le jour d'inscription est la naissance d'un patronyme. Très important. Alors, ces esclaves-là vont quand même garder toujours leur appellation d'esclaves. Il faut imaginer que la génération qui est née dans l'esclavage va continuer à adopter les habitudes de l'ancienne vie. Par contre, les générations qui vont arriver derrière, par contre, vont bien comprendre que ça y est, c'est terminé cette époque-là. Même si, évidemment, il y aura des conséquences sociales, parce qu'il va y avoir le préjugé de couleur, le racisme, en fait, en 1848, ça y est, le racisme du 19e siècle est bien inscrit dans les mentalités. Et ça, elle va être conservée par les anciens planteurs, qui vont continuer à jouer sur ça. Alors, quelle est la conséquence en conclusion? Donc, c'est une abolition générale. Les nouveaux citoyens, finalement, continuent de travailler sur l'ancienne plantation. Donc, on a beaucoup d'anciens esclaves qui fuient, parce qu'ils ne refusent de non travailler pour leur ancien maître. Donc, beaucoup sont dans la pauvreté. Finalement, on a une population servile qui est très pauvre, qui va beaucoup faire une migration interne, c'est-à-dire exode rural. On a des villes comme Saint-Pierre ou Fort-de-France qui sont totalement engorgées d'une pauvreté et d'une misère violente. Les propriétaires, surtout, ont trouvé une autre solution. Donc, ils ont touché une indemnité, très bien. Donc, ils ont une indemnité d'État. Maintenant, on peut engager des personnes qui viennent d'Asie et d'Afrique. C'est ce qu'on appelle des engagés. Donc, les engagés, ils ont un contrat sur lequel il peut être renouvelé 2 fois. L'avantage de l'engagé, c'est qu'il va être payé moins cher que le nouveau libre.
Donc il va y avoir une concurrence entre les engagés et les anciens esclaves, qui va favoriser encore des tensions. Ce qui provoquera par exemple en Martinique les grandes révoltes de 1870. Là, on a des anciens esclaves qui se révoltent pour dire finalement on est toujours traité comme moins que rien. Et ce qui est important, c'est que le préjugé de couleur va persister. Aujourd'hui, on a des tensions qui diminuent un petit peu dans l'outre-mer, mais pendant très longtemps, à un moment donné, tout ce qui était coulis, c'était très très mal perçu. Tout ce qui était asiatique, parce qu'on a une communauté asiatique, Vietnam par exemple, ce qu'on appelle l'Indochine à l'époque, qui est présente dans les vieilles colonies. On a également une présence africaine du Congo français, pas du Congo belge, où il va y avoir les mêmes tensions que sur la période de l'esclavage, par rapport à une couleur, par rapport à une culture différente. Et il faut toujours se souvenir qu'entre 1848 et 1946, ça reste toujours des colonies. Il faudra attendre en fait le travail d'hommes comme Aimé Césaire pour demander à la France de départementaliser une deuxième fois les vieilles colonies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des départements régions d'outre-mer. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à poser à M. Juste un point d'ordre, s'il vous plaît. Sur la première page de présentation, oui. J'ai lu le mot racialisme. Oui. Je reviens dessus, comme ça. Le racialisme. Alors, le racialisme, nous, on l'utilise en histoire. Ce qu'on appelle racialisme, oui. C'est ce qui précède le racisme. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de race, elle existe déjà dans le vocabulaire français, mais elle ne s'applique pas aux humains, elle s'applique aux animaux. Et en fait, on a un basculement. Par exemple, le terme mulâtre est très intéressant. Le mulâtre, c'est mulet. Le mulet, c'est un croisement de deux animaux. Normalement, on ne devrait pas se mélanger. Et en fait, on va l'appliquer automatiquement mulâtre en parlant de ces hommes qui ont des relations avec des femmes esclaves. Et progressivement, on va commencer à donner des phénotypes comportementaux sur telle couleur. Donc on est déjà en train de basculer sur la création d'une race qui serait une race humaine mais particulière. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le racialisme. Et le racialisme, en effet, va donner naissance à tout racisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long du XVIIIe siècle, c'est le préjugé de couleur qui est de plus en plus fort. Et nous, on utilise racialisme, c'est vraiment un terme qui est utilisé depuis 10 ans dans le milieu de la recherche, parce que justement, il y a un basculement dans le discours des colons français, où justement ils disent, voilà, regardez le mulet ce qu'il fait, regardez les mulâtres ce qu'ils font. Donc, le basculement, on est en train de glisser, et après le racisme va apparaître évidemment tout au long du XIXe siècle, avec les thèses à la fois scientifiques, et les thèses évidemment, je dirais de civilisation, entre guillemets, avec un épiderme de couleur qui qualifierait... C'est pour ça que le racialisme, c'est vraiment une manière de dire qu'on a le basculement, on utilise la race animale pour maintenant l'appliquer sur un schéma humain. Mais elle va se construire tout à la fin du XVIIIe siècle. Les Français sont précurseurs, parce qu'on a des hommes qui vont faire des Moreau de Saint-Méry. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur Gallica, sur le site de la BNF. Il a écrit les descriptions des populations dans les colonies à Saint-Domingue. Il décrit 118 degrés de couleur, en donnant des qualificatifs, des comportements qui seraient automatiques. Ce qui évidemment est totalement faux. Mais les écrits des colons ou des administrateurs sont de manière, en fait, sont envoyés au roi ou à la commission de la marine pour bien montrer la nécessité que l'esclavage doit être maintenu et qu'il ne faut surtout pas donner l'égalité, parce que si on donne l'égalité aux libres de couleur, ça favorise le métissage. Donc il faut que le métissage soit le plus limité possible. Et c'est tout un discours paradoxal, hein, parce qu'il y a beaucoup de métissage finalement dans les colonies. Il y a beaucoup de métissage, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de femmes européennes. Les femmes européennes, quand elles font la traversée en droiture de la métropole vers les Antilles, souvent elles meurent. Donc en fait, le métissage, il n'est pas accepté par la loi, mais en fait il est pratiqué en tant que tel. Par contre, on a le problème des bâtards. Les bâtards, c'est comme ça que le glissement du racialisme, c'est sur les enfants bâtards. Parce qu'il y a des maîtres qui reconnaissent juste à la fin de leur vie l'existence d'un enfant qu'ils vont reconnaître comme vivant. Parce que c'est le maître qui donne le statut, en fait. Hein, l'homme qui donne le statut. À la fin du XVIIIe siècle, c'est les femmes. Les femmes, veuves, peuvent donner le statut. Par contre, on a très peu de métissage
observé entre une femme blanche et un esclave. C'est déjà arrivé, mais c'est quelque chose de très tabou. Dans la société coloniale, c'est très tabou. Et c'est ce qui permet d'expliquer pourquoi il y a un imaginaire également qui va persister dans la seconde colonisation. Où la femme blanche est quasiment intouchable, elle est preux. Ça, en fait, ça existe déjà dans la première colonisation. Mais tout est lié toujours après avec cette couleur de peau. Et pour expliquer la couleur de peau un peu différenciée, on va commencer à dire, bah voilà, regardez le mulet. Alors regardez, si je prends un autre mulet et que je le mélange avec un autre animal, ça va donner une autre créature. Et vous voyez, c'est ce qui se passe dans les colonies. Tout simplement. Merci. Quelle est l'importance de la traite illégale? Alors la traite illégale, elle est très importante, surtout pour les Portugais. Les Portugais, ils vont quasiment déporter entre 1815 et 1880, parce qu'au Brésil, l'esclavage est aboli bien tardivement, 1883. On a des chiffres qui sont à prendre évidemment avec des pincettes, parce qu'il y a plein de documents qu'on n'a pas eus. On part du principe qu'il y a au moins 2 millions de personnes qui auraient été déportées en droiture. C'est-à-dire que les Portugais, le Brésil et l'Ouganda, c'est en droiture. On ne passe pas par l'Europe, donc en traite illégale. Les Français, ça a été un peu moins important. La raison est la suivante, c'est que les Anglais mettent en place la Royal Navy est présente un petit peu partout. Donc, la Royal Navy, quand ils voient un navire, un brick, les Français débarrassent la marchandise humaine. Donc, pas de marchandises humaines à bord, mais pas négrier. Un bateau négrier, il a quand même une structure qui est type. Je veux dire, il y a des cales aménagées pour y mettre les esclaves. Il n'y a pas besoin qu'il y ait des esclaves dedans pour qu'on dise c'est un bateau négrier. Évidemment, souvent, c'est comme ça que se font... il faut savoir que les prises des navires négriers sont assez importantes chez les Anglais, notamment des navires français et portugais. Après, les Anglais vont autoriser quand même les Portugais à faire leur commerce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une genre de corruption qui se fait par la marine anglaise qui a une genre de convenance. Les Français, c'est différent, parce qu'il y a toujours une rivalité. La rivalité française-anglaise, elle continue quand même, elle va continuer jusqu'en 1906. En temps cordial, après, à partir de 1906, les Français et les Anglais vont mieux s'entendre sur le point de vue économique. Là, dans les années 1815-1840, si on peut un petit peu embêter les Français, tant mieux. Pour leur rappeler qu'on a quand même, on est la première puissance mondiale. Les Anglais vraiment jouent un rôle précurseur dans la déstabilisation des sociétés esclavagistes, en Amérique et en Afrique. Parce qu'il faut expliquer que pourquoi l'Afrique va devenir en fait tout simplement un territoire qui va commencer à être occupé par les Européens. En fait, on utilise l'esclavage pour rentrer en Afrique, en disant maintenant il n'y a plus d'esclaves. Donc nous, on va vous aider à vous libérer. En fait, en réalité, ils vont détruire les anciennes structures avec lesquelles ils faisaient du commerce. C'est pour ça que la colonisation de l'Afrique n'est pas encore totalement colonisée jusqu'au dans les années 1850, mais du moment que les deux grandes puissances qui avaient le plus d'esclaves, avec les États-Unis, commencent à ne plus acheter, il y a des guerres, ça s'effondre, il n'y a plus de trafic d'armes, autant important qu'au XVIIIe siècle, et donc les Européens peuvent commencer à faire des accords et à occuper des territoires de plus en plus vastes. C'est pour ça que quand vous voyez le congrès de Berlin, 1885, la première chose qui revient dans les débats, c'est comment lutter contre l'esclavage en intérieur des terres. Et d'ailleurs, c'est là où Léopold II dit moi, je vais récupérer le Congo et j'en ferai une terre sans esclaves. Il réussit par des arguments d'explorateurs à dire. Et c'est comme ça que ça bascule. Il faut bien comprendre que l'abolition de l'esclavage, en fait, est en train de préparer la seconde colonisation. Alors les Anglais ne savent pas combien de temps ça va prendre, mais on a déjà des personnes qui sont en train de dire mais non, il ne faut plus d'esclaves. Le travail forcé est très bien, parce qu'on n'est plus obligé d'acheter. On peut mettre une contrainte, le mieux c'est le travail libre, mais on sait très bien que certains ne vont pas vouloir travailler, donc on va mettre un travail forcé, automatique. C'est pour ça que le travail forcé va se généraliser. La France d'ailleurs va utiliser le travail forcé de manière systématique. Il faudra attendre 1946 d'ailleurs pour que le travail forcé soit totalement aboli. Ce qui est un paradoxe pour un pays des droits de l'homme. Eux, les Anglais, avaient déjà vu ça en avance en fait. En fait, ils ont vu la limite de l'esclavage avec la Révolution française. Quand ils ont vu des esclaves se révolter au nom de la liberté, ils ont bien vu qu'à ce moment-là, il y avait une brèche dans le système colonial. Donc ils ont préféré commencer à diminuer
le rapport de l'esclavagisme, en arrêtant la traite, et ensuite en l'abolissant de manière graduelle, hein, parce que l'abolition en 1833 en Jamaïque, elle est violente, hein, il faut attendre 1835 pour que ça se calme, hein, il y a des grandes révoltes, c'est maté avec une férocité des Anglais. Souvent les Anglais on oublie, mais ils ont une manière aussi de régler des problèmes en interne qui sont assez violentes. Les Anglais, c'est eux qui déstabilisent en fait tout le commerce colonial. Les Portugais, eux, c'est quand le Brésil arrête, il n'y a plus d'esclavage. Enfin, il n'y a plus de traite illégale. Le Brésil permet aux Portugais de toujours s'alimenter, parce que l'Angola, par exemple, c'est vraiment un espace où beaucoup d'hommes sont partis en tant qu'esclaves. Hein. D'ailleurs, on le voit dans la société brésilienne, qui sont d'origine angolaise, parce que c'était en voiture. Les Portugais ont repris le monopole, mais ils n'avaient que l'opportunité du Brésil. Les Espagnols, eux, par contre, étaient hors jeu. D'ailleurs, ils n'ont plus de rôle. Eux, ils ont juste un rôle d'avoir l'or et l'argent. Et même d'ailleurs, au XIXe siècle, ils perdent toutes leurs colonies en Amérique du Sud, sauf Cuba. Cuba qui, pour le coup, est alimenté un petit peu par la traite portugaise. Et Saint-Domingue, l'autre Saint-Déandou, Haïti, et puis la République... Saint-Domingue, c'est donc il y a Saint-Domingue, l'ancienne, qui devient Haïti, Santo Domingo, donc la République dominicaine. C'est les Espagnols. Alors les Espagnols continuent un système esclavagiste, mais moins important. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'il ne fallait surtout pas mettre... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au XIXe siècle, les Haïtiens essayent de récupérer la totalité de l'île. Ce qui réussissent une première fois. Ensuite, il y a des tensions tellement fortes au sein même des élites haïtiennes qu'ils reviennent aux frontières de 1804. D'ailleurs, c'est ce qui explique les tensions aujourd'hui. Il y a un racisme très fort de la République dominicaine envers Haïti. Hein. Ce sont des sous-êtres. Hein. C'est une haine très farouche. Avec Cuba, c'est différent. Cuba, tous les colons français qui étaient de Saint-Domingue, ils refont fortune. D'ailleurs, Cuba devient premier producteur de sucre. Il remplace Saint-Domingue. Donc les Espagnols sont très contents, entre guillemets, parce que Cuba va devenir la dernière perle. Bon, après, ils vont perdre Cuba à la fin du XIXe siècle, parce qu'il y a des pressions sociales très fortes des propriétaires terriens. Mais Cuba va devenir une sorte de miracle économique pour les Espagnols. C'est pour ça que Cuba est très important après, hein, parce qu'en plus, il va y avoir également le commerce du tabac qui va reprendre de plus belle, et ça s'appuie sur une main-d'œuvre servie. Mais c'est les savoir-faire français de Saint-Domingue, en fait, qui permettent à Cuba de prendre une ampleur importante. Puis les États-Unis également ont l'apport quand même des colons français sur le sud. Notamment la Louisiane, tous les États du sud vont continuer à s'alimenter. Mais voilà, les Espagnols par contre ont du mal ils sont obligés de passer par des circuits internes, soit les Portugais, ou soit la traite entre îles. On avait un commerce illégal, où on vendait, alors c'était des petits lots, on a des esclaves. Il y a un marché parallèle. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, hein, ça continue à fonctionner dans le marché parallèle, dans certains coins du monde. C'est la même chose. Hein. C'est juste les moyens techniques qui ont changé. Hein. Et on essaye toujours. Par contre, dès qu'il n'y a plus d'esclavage, il y a des secteurs économiques qui s'effondrent totalement. Ça, c'est une donnée importante. Oui. Sur quelle période principalement et pour quelle part du commerce esclavagiste sont introduits les ports de l'Atlantique, Bordeaux, La Rochelle, etc. Quel est leur... C'est simple. Les ports français commencent à jouer une ampleur vraiment à partir des années 1660. En fait, il faut bien dire, dès que Louis XIV arrive au pouvoir, il n'y a plus de place forte maritime qui est entre guillemets contre le pouvoir royal. Parce qu'il faut bien se souvenir qu'il y a la guerre de 30 ans, il y a les guerres internes un peu de religion. La Rochelle, par exemple, pour Louis XIII, c'est une vraie plaie. C'est une vraie plaie parce que les protestants ils refusent, obligés de faire un grand siège. Et Louis XIV, les ports sont maintenant pacifiés. Et donc Louis XIV relance une construction de navires, une flotte importante. L'objectif pour Louis XIV, ce n'est pas les Anglais, c'est les Hollandais. Donc les Français sont opérationnels pour contrer les Hollandais pour la guerre de Hollande et pour récupérer tout le commerce qu'ils ont à la fois en Asie et surtout en Amérique. Donc les Français vont avoir des ports qui vont être opérationnels, sachant qu'il y a des ports qui ont une fonction commerciale. La Rochelle, par exemple, c'est plutôt commercial, même s'il y a un système de défense.
D'autres ports, eux, par exemple, l'Orient va avoir une fonction plutôt militaire. C'est-à-dire que si vous voyez la carte française, c'est une carte qui fait qu'il y a un port sur deux où c'est plutôt un arsenal militaire ou un port de construction de navires de guerre. Parce que Louis XIV, même s'il a une politique plutôt continentale, il veut gêner les Hollandais, puis ensuite les Anglais. En fait, c'est la construction navale de Louis XIV qui réveille les Anglais. Parce que les Anglais s'aperçoivent que les Français ont beaucoup trop de navires de guerre et de navires marchands. Ça va commencer à représenter une menace pour l'Atlantique, et donc les Anglais vont continuer à, eux, augmenter leur nombre de cabotage. De 1660 à 1789, les ports français sont florissants parce qu'il y a une présence militaire française, même si elle est quand même affaiblie en 1763, mais il faut se souvenir que Louis XVI finance la guerre des États-Unis, enfin la guerre d'indépendance, et qu'il essaye de remettre en place une marine de guerre qui gêne un peu. Par contre, les ports commerciaux, eux, se portent plutôt bien. Parce qu'il y a le sucre qui se vend très très bien. Il faut imaginer que le sucre, quand il arrive à La Rochelle, il est après vendu pour l'intérieur du royaume, mais il y a des marchands à l'étranger qui viennent dans ces ports-là pour après le revendre un peu plus dans l'intérieur des terres en Europe. C'est-à-dire que plus le produit vient de loin et de Saint-Domingue, plus il se vend cher. Donc il y a le port de Bordeaux s'enrichit, La Rochelle de Floriot s'enrichit avec le sucre. On est dans l'étalage de la richesse, on se fait anoblir, on rachète son titre de noblesse. Enfin, c'est vraiment l'âge d'or, je dirais l'âge d'or, il est vraiment entre 1763 et 1789. Après, il s'effondre parce qu'il y a la guerre et la révolution, tout ça. Dans ce commerce négrier, quelle est l'idée de la part qu'ont pris les ports français, on va dire, par rapport. Dakar était un port négrier d'exportation, mais il ne passait pas en France, dans ce cas-là. Non. Il faut savoir qu'un armateur, un négociant, souvent ils vont s'allier ensemble, ils vont faire construire un navire, alors ça dépend du tonnage évidemment. On va dire grosso modo, si on convertissait en euros, la construction du navire, plus tout l'aspect technique, et puis après il faut recruter le personnel, le matelot, un capitaine, un second. Ça représente 2 millions d'euros avec les marchandises en pacotille qu'on va vendre en Afrique. Ensuite, avec ces pacotilles vendus, normalement, donc on a calculé le coût, ça permet d'acheter entre 150 et 350 esclaves. C'est la moyenne à peu près. Il faut qu'ils arrivent en bonne santé. Donc sur un voyage où vous avez 300 esclaves, vous avez souvent 20 esclaves qui meurent pendant la traversée. Mauvais traitement, maladie, suicide. Ou révolte. Parce qu'il y a beaucoup de révoltes sur les navires négriers. Quand on arrive dans les Antilles, on essaye de tout vendre. Avec l'argent des ventes, donc au XVIIIe siècle, les esclaves se vendent évidemment à un prix entre 300 et 800 euros si on devait faire un équivalent, parce qu'il y a toute une échelle de monnaie particulière entre les livres ottomans et le niveau colonial. Par contre, plus l'esclave va être rare, à la fin du XVIIIe siècle, plus le prix évidemment va être beaucoup plus élevé. Donc, ça sera entre 1300 et 2000 euros. Il faut savoir que quand le navire négrier repart des Amériques chargé avec tous les produits coloniaux, il faut qu'il ait au moins, ça lui ait rapporté 4 millions d'euros. En fait, il y a toujours au moins 1 million d'euros, si on parle en euros, hein, c'est beaucoup plus simple, au moins de bénéfices. Ce qui permet après de rééquiper un autre navire pour repartir. Donc quand ça fonctionne, en effet, les mises sont plutôt intéressantes. Mais finalement, c'est quand même très risqué. Donc en plus, il y a l'assurance. L'assurance qui comprend tout. Perte de l'équipage, perte de la marchandise humaine. On a des contrats d'assurance qui sont terrifiants. Donc, si les esclaves sont malades, vous pouvez les supprimer, vous serez remboursé à hauteur de temps. Et donc des fois, vous en avez certains qui ont perdu trop d'esclaves à l'arrivée. Alors ça, on le sait parce qu'en Angleterre, il y a eu des procès du XVIIIe siècle qui ont montré une supercherie. Il y en avait certains qui voyaient les esclaves mourir. Ils n'avaient plus assez de marchandises, ils savaient qu'ils allaient être en perte, donc ils préféraient les liquider pour faire jouer l'assurance. L'assurance est déjà dans un mécanisme très important. Donc alors en effet, ça rapporte de l'argent. Et après, ce qui est important aussi à savoir, c'est que le commerce du sucre, le sucre par exemple, c'est le produit phare. Le sucre, il ne peut pas être raffiné. Il est raffiné uniquement en France. Soit dans les colonies, on les raffine quand même. Hein. Mais normalement, il arrive brut. Parce que ça doit permettre à l'industrie des raffineries françaises de pouvoir le faire.
Donc c'est-à-dire que ce commerce-là, finalement, il enchaîne également une chaîne de production et de vente à l'intérieur des terres. Ça maintenant on le sait parce qu'on le voit quand on a des marchands qui viennent acheter le sucre à La Rochelle et qui le revendent après à des ateliers de raffinerie ou à d'autres grossistes. On voit que c'est tout un mécanisme. Donc en fait il y a vraiment un enjeu économique très fort. Alors après, sur les navires, souvent quand on vend à des personnes, on ne dit pas qu'on achète des esclaves en Afrique. On dit qu'on achète du bois d'ébène ou de la perruche. Parce que, évidemment, ça peut être un peu réticent. Mais globalement, les gens savent ce qui se passe dans l'économie, ils savent que ce n'est pas des travailleurs libres qui font ça. Et donc ça rapporte des sommes assez importantes. C'est surtout en Angleterre où certains économistes partent du principe que, par exemple, les grands groupes financiers aujourd'hui vont financer près de 60% des expéditions Londres, par exemple. La City est un élément très important. On voit des sommes astronomiques d'argent qui sont remportées par des expéditions négrières assez importantes. Et d'ailleurs, quand il y a l'abolition de la traite négrière, c'est au moment où la City fait plus de bénéfices. Au moment où l'Angleterre décide d'arrêter le commerce des esclaves, c'est au moment où il y a plus de bénéfices. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent le revendre à toutes les colonies qui sont amputées par la Révolution française. Parce que tout le monde recherche de la main-d'œuvre. Donc ils savent qu'ils peuvent les vendre le plus offrant. Pourtant, ils décident d'arrêter le mécanisme parce qu'ils ont trouvé une autre solution qui serait en fait de s'installer directement dans des espaces où il y a des ressources nouvelles, tout simplement. Oui, juste une chose. Les Anglais, donc dès le début du XIXe siècle, ont aboli l'esclavage. Ça ne les a pas empêchés de continuer à faire du commerce avec les pays esclavagistes. En particulier, quand on regarde que ce qui se passait avec le commerce avec les États du Sud des États-Unis, et ça a duré qui était esclavagiste jusqu'à la fin de la guerre de sécession, c'est-à-dire 1865. Et donc, ils continuaient à faire ça, parce que l'essentiel des revenus des gens du Sud était dans le commerce avec les Anglais sur le commerce du coton. Oui, non, mais de toute façon, en Angleterre, il faut bien se dire une chose, les abolitions, on l'a bien vu, la première abolition française, c'est plutôt une question militaire et économique. On donne la liberté pour avoir des soldats parce qu'il faut protéger les intérêts économiques de tous ces colons et relancer l'économie. L'abolition de la traite par les Anglais en 1806, c'est tout simplement pour couper une bonne fois pour toutes la dynamique négrière française. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Parce qu'il faut savoir qu'entre 1801 et 1806, tous les navires négriers français, ils repartent vite acheter des esclaves. Parce que pendant la première abolition, ils ne pouvaient plus en vendre. Ils étaient obligés d'aller en Martinique, mais la Martinique était occupée par les Anglais. Donc, ils ne pouvaient pas vendre leurs esclaves. Donc ils se relancent tous dans l'aventure. Donc les Anglais veulent couper. On est vraiment dans une guerre économique qui utilise en effet des thèmes qui sont louables en fait quand on regarde ça. Mais en fait, derrière la stratégie, elle est d'abord, on élimine la France sur le point de vue commercial. Et en plus, on a gagné Trafalgar. Donc, il n'y a même plus de menace militaire. Trafalgar, c'est la catastrophe espagnole et française. Mais non, on les tue avec leurs blocus qui nous font très bien. Ben vous, maintenant, vous n'allez plus avoir de sucre, vous n'allez plus rien avoir du tout. Tous vos navires négriers, on va les verrouiller. Donc, après, les négriers français vont se reconvertir dans d'autres choses, hein, mais ils perdent beaucoup. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis suivent, parce que les États-Unis ont peur justement de perdre également beaucoup d'avantages. Donc eux, ils vont se lancer plutôt dans la traite illégale. En disant, voilà, on fait passer des navires américains en pavillon hollandais, comme ça on n'est pas targué de continuer la traite des esclaves. Mais les Anglais, voilà, ils anticipent à la fois les conséquences de trop d'esclaves dans une colonie, ça explose, et ils veulent d'abord éliminer les Français de la course coloniale, hein, tout simplement. Mais on est vraiment dans des guerres économiques et géopolitiques qui sont très fortes. C'est ça. Mais les Anglais jouent un jeu particulier, parce que au Portugal, ils auraient très bien pu arrêter, ils autorisent. Hein. Est-ce qu'il y a eu une relation entre les abolitionnistes en France, avec Schellcher, et en Angleterre avec Wilberforce? Enfin, est-ce qu'il y avait des rapports entre eux? Oui, et quelles étaient leurs tactiques pour... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Révolution, il y a des sociétés des Amis des Noirs en France et en Angleterre. En fait, la Société des Amis des Noirs française,
a été influencé par ce qui se faisait en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution, donc la première abolition, c'est la réussite des abolitionnistes français. Ça, c'est quand même assez fort. Les abolitionnistes anglais, comme ils sont pris dans la guerre contre la France, leur discours est un petit peu passé au second plan. Mais ils reviennent en force avec la naissance d'Haïti. Pourquoi? Parce que la naissance d'Haïti, il n'y a personne qui reconnaît le pays. Il faut être concret, l'Angleterre ne reconnaît pas le pays. Les États-Unis ne reconnaissent pas le pays. Alors l'Angleterre va vendre des armes à Haïti, comme les États-Unis, mais on ne reconnaît pas le pays parce qu'on a quand même peur de cette république noire. Mais les abolitionnistes disent, ça y est, là c'est important, c'est l'exemple même de la défaite de l'esclavage. Donc il faut, le projet qui arrive en 1806, c'est aussi d'abord mené par des hommes qui pensent que ça ne peut plus être un commerce autorisé. Sauf qu'évidemment derrière, il y a tout un enjeu stratégique, parce qu'il faut expliquer à tous les négociants anglais qu'on ne peut plus acheter des esclaves sur les côtes d'Afrique. Et en fait, ça reprend de plus belle surtout après les guerres de Napoléon. Après les guerres de Napoléon, on se rend compte que le système n'est plus pérenne. En fait, à part Cuba qui commence à revendre un sucre assez cher, en général, maintenant on a le sucre de betterave en Europe. Une première concurrence au sucre antillais, donc c'est plus pérenne. De plus en plus d'esclaves vont se révolter, la mortalité, elles font perdre beaucoup d'argent. Et puis on essaie de trouver un système qui est beaucoup plus rentable et moins meurtrier, entre guillemets. C'est pas pour être plus humaniste. Donc les abolitionnistes, ils vont relancer une philosophie, notamment avec le renouveau du christianisme. Donc le christianisme veut se réinventer en disant, voilà, l'élan missionnaire, c'est vraiment d'aider les populations pauvres à avoir un niveau de vie plus agréable. On est vraiment dans ce... Donc les Anglais vont surfer sur ça, justement, pour justement dire, voilà, maintenant, il faut abolir l'esclavage. Donc le combat, il va être mené, évidemment, sur une vingtaine d'années. Et cette abolition anglaise, elle va réveiller les abolitionnistes français. Parce que l'abbé Grégoire, il avait été ostracisé par Napoléon. Tous les abolitionnistes, finalement, ils avaient perdu, parce qu'il y a eu un maintien et un rétablissement du monde d'esclavage. Pour eux, c'était une défaite totale. Ils vont réapparaître sous la monarchie de Juillet. Et on le voit, juste avant la Deuxième République, il y a des efforts d'alléger, entre guillemets, la souffrance des opprimés. Mais bien se dire ça à l'idée, il y a toujours la partie économique. C'est-à-dire que la partie humaine, elle n'est pas automatique. Je dirais, celui vraiment qui avait une partie humaine, entre guillemets, c'est Condorcet ou l'abbé Grégoire ou Olympe de Gouges. Il n'y avait plus de concessions, c'était d'abord l'humain, tant pis pour l'économie. Sauf qu'en fait, la plupart des autres personnes, c'est des hommes de leur temps qui voient d'abord un intérêt économique. Oui, tant mieux si ça améliore la vie des humains, mais d'abord pensons-nous aux intérêts économiques du pays. Donc c'est pour ça que les abolitionnistes français, alors Schœlcher, lui, a quand même une pensée très humaniste, parce que lui, il vient d'une famille de commerçants, donc normalement, il va en Amérique pour faire du commerce. Sauf que quand il va là-bas, en fait, il découvre le système esclavagiste. Donc après, c'est là où lui, il dit, bah, ça m'intéresse plus. Mais quand il arrive dans la commission, la première chose qu'on lui dit, c'est, n'oublie pas les colons. N'oublie pas les colons. Qu'ils emploient du monde, ils font gagner de l'argent. Alors qu'en fait, ils sont à perte. Les colons, depuis une vingtaine d'années, ils sont à perte. Ils ne payent plus leurs impôts, ils ne déclarent plus leurs esclaves. Enfin, il y a des stratégies pour payer le moins d'impôts possible. Donc il y a déjà une évasion fiscale à l'époque. Ben justement, n'oublie pas les colons. Donc en fait, qui va les indemniser, ces colons, et comment? C'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. Parce que Haïti réclame... Alors, Haïti, il faut savoir qu'Haïti... qu'elle a payé. Alors Haïti, donc 1804, très bien. La France a toujours l'espoir de récupérer Haïti. Ça sera évidemment un mirage, totalement. Il y a la restauration, et c'est Charles X. Charles X va dire, très bien, Haïti, je vais reconnaître Haïti comme un État international, parce qu'à l'époque c'était un État gris. Un État, oui, on sait qu'il est là, mais on ne doit pas ouvertement faire de diplomatie. On ne peut pas ouvrir l'ambassade, par exemple. Charles X envoie, c'est pas lui qui se dépasse, mais il envoie donc des représentants du pouvoir royal français en disant, voilà, on reconnaît notre indépendance, mais vous devez rembourser les colons français qui ont perdu leur richesse en Haïti. Donc c'est-à-dire que cette dette, elle va commencer en 1825 et elle va se terminer dans les années 1970. Alors que les autres...